This is Wim Hof. I am the Iceman! I must be a genius. Because it's so simple to be happy. Just go into this ice bath, is meeting the stress to the deepest. See the mist? It's cold. That is the one where we jump from down into the ice water. 0 degrees and floating. So it's colder than normal. We're about to discover the definition of freezing your nuts off. When it's flat, there you jump. This is fucking insane. What do we do? Dude, I've never jumped in cold water. Why are we doing a cliff jump? 6 meters up, freezing shallow water. Yeah! Ah! Fuck. My boy! Bienvenue dans le PRL Show. Alors aujourd'hui, un épisode spécial, méditation. On est dans ce magnifique cadre de Rénipont, une plage assez verte. Il est 6h30 du matin et on fait ça été comme hiver avec mon collègue Valentin et vous allez comprendre pourquoi. Ouh, ha, ouh, ha, ouh, ha, ouh, ha. Pour les 30 premières secondes, c'est toujours le plus dur parce qu'il y a le pic d'adrénaline qui vient. Et... Après, on est bien. Hein. Il est temps, respire. No filter, no filler, just facts. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas une mise en scène, c'est notre discipline quotidienne avec Valentin. Depuis notre passage en Laponie en novembre dernier, c'est une exigence qu'on a et qui nous apporte énormément au quotidien. Et pour parler justement de ce quotidien et de l'apport que le froid et le self-control a sur notre santé mentale et physique, on a fait venir aujourd'hui un spécialiste de la question, notre ami Bertrand Harlet, qui est coach spécialiste en PNL et en hypnose. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton activité, Bertrand ? Donc j'exerce à Uccle, donc je suis praticien en hypnose, spécialiste en sevrage tabagique, gestion des phobies, les traumas, et donc j'utilise divers outils venant de la PNL, de l'hypnose, mais aussi une technique très pertinente, le MDR. Le MDR. Qui fonctionne bien aussi sur tout ce qui est phobie, peur, voilà. D'accord. Alors Bertrand, comment est-ce que tu es arrivé à travailler sur le mental des gens ? Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu vers ce parcours ? En fait, j'ai décidé de changer de carrière. Je suis venu dans ce pays il y a 13 ans et puis je voulais pas revenir à mon ancien métier. À la base, j'étais ingénieur informatique et j'ai toujours été une bonne épaule, en fait, et j'avais envie d'être orienté vers l'autre. Déjà d'aller chercher des techniques pour moi-même, pour mon mieux-être, pour ma confiance en moi qui m'a souvent manqué. Et puis, tous ces outils, tous ces leviers m'ont permis d'être bien dans mes baskets, d'être aligné et de pouvoir accompagner les gens qui avaient une plainte, qui avaient un objectif aussi, en parlant d'objectifs en PNL, en hypnose. Et donc, je me suis formé et j'ai un cabinet depuis 10 ans. Je fais ça plein temps du lundi au samedi, sauf ce matin. J'ai creusé beaucoup. Oui. Voilà, c'est devenu une réelle passion et c'est pas un métier pour moi, comme souvent quand on a la chance de faire quelque chose qu'on aime, quoi. C'est le cas aussi pour nous. C'est super chouette, quoi. Clair. Voilà. Bon, je vais être honnête, Bertrand. Oui. Quand en général on parle d'hypnose, on imagine un pendule et un type qui dort devant. Mesmer. Alors, voilà. Alors, casse-nous un peu les clichés. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais en hypnose, comment tu le pratiques. Il a 2 pendules. Ton cabinet. Il a 2 pendules. Il a 2 pendules. Ce qui est vrai. C'est vrai marrant pour la décoration. C'est vrai. Ouais. Mais écoute, pour le bien-être de
de mon client, de mon patient. Donc il y a un fauteuil très confortable. Et j'ai une table de mixage qui vient me permettre de diffuser une musique douce. Donc ils ont un casque de musicien qui isole de 23 décibels en gros. Parce que je suis dans un quartier commerçant, il peut y avoir des véhicules d'urgence qui passent au poids. Et ça, évidemment, ça va les sortir de la transe hypnotique. Voilà, ça peut les stresser. Et puis moi j'ai un micro. Et puis, j'ai ma fréquence, ma voix hypnotique, et je les emmène. Je veux dire, voilà, j'ai des textes, j'ai des scénarios, j'ai écrit, on peut en acheter selon le thème. Mais voilà, je fais mon déroulé, mais souvent c'est de l'improvisation. Il faut avoir beaucoup de créativité quand on fait de l'hypnose, et puis, je parle un petit peu de la technique, mais surtout être dans des belles métaphores hypnotiques qui vont pouvoir permettre d'enlever les résistances, de pouvoir permettre les négociations entre le conscient et l'inconscient, toutes ces genres de choses. Je vais pas rentrer tout de suite dans le détail. Ouais, rassure-nous, tu n'utilises pas ta voix hypnotique pour ce podcast. Non, mais je me sens déjà hypnotisé. J'ai une voix très radiophonique. Alors, et je suis quasiment en fréquence. La question est pertinente quand même. Ouais. J'ai quand même une fréquence de radio, on va dire comme ça. Alors, je suis moins dans la dynamique au niveau de ma voix, mais c'est un côté plus apaisant aussi, voilà. Mais sinon, non, tout va bien. Alors après, peut-être que je vais vous hypnotiser en conversationnel sans vous demander bon, c'est marrant. Merci pour la question, Valentin. De rien. Alors, Bertrand, est-ce que tu peux me donner un exemple de l'hypnose et comment ça a changé un de tes patients, par exemple? Par exemple, je peux avoir des clients qui viennent avec un choix de vie. Un choix de vie qui peut paraître simple pour tout à chacun, enfin simple. Par exemple, un jour, j'ai une dame qui hésitait entre acheter son premier bien, une maison ou un appartement. D'accord. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Eh bien, en l'amenant en hypnose vers cet état donc où on prend du recul, où on a une vision plus haute et où on enlève les résistances, elle a pu, dans son âme conscience, en respectant ses critères et ses valeurs, attention, en hypnose, on ne peut pas faire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas. Hein. C'est pas d'hypnose de spectacle, ça n'a rien à voir, on est en thérapeutique. Hein. Eh bien, elle a pu s'aligner et faire son choix sans bafouer ses valeurs ou ses critères premiers. Et donc, ça s'est fait en toute harmonie. Et donc, elle a acheté sa maison, voilà. Elle était très contente. C'était toi l'agent immobilier. C'est vrai que j'ai beaucoup d'agents immobiliers dans ma clientèle. Souvent, c'est des gens qui peuvent avoir une certaine pression, comme beaucoup de métiers. Mais j'en ai beaucoup, ça, chez le D'accord. Bertrand, tu es spécialiste en programmation, enfin en PNL. Est-ce que tu... Maître praticien. Maître praticien. Donc, ça a un nom un peu barbare, donc la programmation neurolinguistique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, en fait... c'est parti d'un constat. Bandler et Grinder, qui sont les fondateurs de la PNL, trouvaient qu'à la fin des années 60, on tournait un petit peu en rond au niveau de la psychologie. Alors on a eu un super élan avec l'école de Palo Alto, juste après-guerre, où Milton Erickson, Virginie Satir, des grands noms thérapeutiques ont fait avancer les choses. Mais ils se sont attachés, surtout ils se sont rendus compte que la psychologie, souvent, alors attention, c'est pas une critique, hein, moi je reprends leurs mots et c'est d'aclesta, souvent se contenter de mettre une étiquette à quelqu'un, alors après on l'orientait vers des médecines ou d'autres choses, mais ils trouvaient que c'était pas assez efficace. Alors ce qu'ils ont fait, c'est génial, c'est ce qu'il y a de plus génial dans la PNL, ils ont été s'inspirer des gens qui réussissaient et d'en définir des stratégies, des patterns qu'on allait pouvoir appliquer sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, on ne fonctionne que par stratégie, que par pattern. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui peuvent toujours reproduire les mêmes échecs. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Alors donc, ils sont partis de ce principe que la PNL, c'est une psychologie active, on va dire, pour résumer. Mais au lieu de s'attacher au pourquoi on va pas bien ou on bloque, c'est comment on peut faire pour que tu te sentes mieux et puis que tu avances. Psychologie appliquée. Oui, on peut dire ça comme ça. Hein. Et donc, de là, ils ont été modélisés, des gens qui réussissaient. Donc, c'est pas forcément au niveau argent, vous l'avez bien compris. Mais donc, Walt Disney, Léonard de Vinci, en relisant ses écrits, voyant les inventions, Milton Erickson, il y a beaucoup de modèles. Quand je dis modèle, PNL, c'est des exercices, on va dire, mais on fournit tout positivement en PNL au niveau de l'objectif, comme en hypnose. Voilà. Par exemple, arrêter de fumer, c'est très mal dit. On dit, j'ai retrouvé de la santé, ou je me libère. Voilà. Et donc, de là, ils ont réussi à faire des modèles, des outils qui vont vraiment nous apporter des stratégies différentes. Par exemple, vous trouvez deux jeunes qui ont fait l'apprentissage de la cuisine, voilà, ils savent cuisiner, vous leur donnez 1 million d'euros, chacun a son restaurant, ils ont les mêmes capacités, nous sommes bien d'accord, voilà.
Eh bien, au bout de 3 ans, il y en a un qui a ouvert son 4e restaurant, peut-être, et puis l'autre a fermé. Voilà. Ok. Pourtant, ils sont partis avec les mêmes chances. Et le capital de départ. Voilà. D'accord. Et ça, dans la PNL, elle me permet aussi de faire de la préparation sportive aussi, D'accord. de dépasser des blocages, des croyances, enfin, c'est ça. Mais toutes les croyances limitantes. Ouais, c'est ça. c'est marrant parce que nous, On en est a quand même parlé quand on s'est connus. c'est comme ça qu'on s'est connus au tout départ. ouais. Et en fait, on est pour quand on veut avancer dans la vie, il faut se trouver des outils de productivité et tout seul, c'est difficile. Et c'est ce que tu apportes dessus. Et c'est très drôle parce que je te rejoins totalement. Nous, dans notre pratique, on a la même chose. Je peux 2 propos dans ce que tu dis. On a déjà dans notre profession globale, que ce soit implantologiste ou en orthodontie, c'est la même chose. Il y a énormément de choses qui sont écrites, psychologie, mais très peu d'appliquées. Et nous, notre but, c'est justement de faire ça comme tu as fait, des stratégies pour que ça réussisse. Et la deuxième chose, c'est au niveau productivité. Moi, je te rejoins. On est tous faibles, entre guillemets, je veux dire. On a tous nos lacunes. Si. Et avec des outils très simples que tu vas pouvoir nous décrire juste après, on arrive à se dépasser soi-même. Et les 2 restaurants, c'est l'exemple. Les 2 orthodontistes, les deux chirurgiens dentistes, c'est la même chose, quoi. Clairement. Si je peux ajouter, dans votre métier, je le sais, vous pouvez être confronté à des gens qui ont des peurs, peur du dentiste, piqûre, ce genre de choses. Bon, bah, effectivement, je reçois des gens pour dépasser ça aussi, et tant mieux, parce que c'est ça, pour tu les nous aides, tu nous aides énormément au quotidien pour ça. un objectif de soins, quoi, Clairement. parce que c'est des gens qui s'interdiraient, mais enfin, qui pourraient même avoir de graves problèmes, enfin, non, surtout dans vos spécialités, quoi. Clairement. Moi, j'ai entendu parler d'une Yougoslave. Ouais, oui. raconter l'histoire. Ah, ben, si vous voulez, si c'est OK. Bien sûr, collaborer. bien sûr. C'est Benjamin qui lui a conseillé de venir me voir, une dame brillante qui était architecte de métier, qui avait eu 1000 vies. Et cette dame-là, mais je crois que c'est la numéro 1 des personnes qui avaient le plus peur d'aller chez le dentiste. Et d'autant plus là pour des soins, Dr Perel, qui durent un petit peu longtemps. Parce que c'est une matinée, une après-midi, enfin, vous doit être assis, ça demande aussi une certaine volonté, motivation. Et cette dame était arrivée, mais terrorisée. Pourtant, le docteur Perret est quelqu'un de gentil, Très cool. bienveillant, qui m'a à l'aise. On l'essaye. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Mais voilà, je me dis, oui, là, ça va pas être une séance, par contre. Hein. Alors, elle m'a expliqué son vécu. Il est vrai que dans son village, à l'époque du communisme, le dentiste, c'était le maréchal Ferrand du coin qui mettait la tête sur le billot qui sortait ses tenailles. Les tenailles à la main. C'est bénéfique. Voilà. Alors, on lui avait fait une extraction enfant, vous vous doutez bien, le traumatisme que ça avait. Dans les yeux des adultes. C'est toujours pendant l'enfance le plus dur. Le plus gros ancrage, c'est souvent pendant l'enfance. Ouais. Malheureusement, dans les yeux des adultes, beaucoup de choses peuvent paraître anodines. On ne se rend pas compte de l'impact traumatique chez l'enfant, tant par les mots que par les actions. Ouais. Donc, cette dame-là est venue et je me suis attaché en premier à faire ce que je savais faire aussi, un recadrage de sens, de contexte. Voilà, on n'est plus à votre époque. Enfin, les choses se sont bien améliorées. En plus, ce docteur Perel a une expertise fantastique. Il a des spectres de lumière qui permettent d'enlever l'inflammation ou que permettent que ça cicatrise mieux. Et puis voilà, on a avancé sur les anesthésiants. Et puis ensuite, surtout, j'étais une dame qui était anxieuse, donc j'ai travaillé sur l'anxiété. Il y a eu des résultats tout de suite. Alors après, elle était très contente parce qu'elle voyait le résultat mieux-être. Donc là, votre client, quand ça match et qu'il est en confiance, il avance. Ça passe beaucoup. Et donc voilà, on a fait de l'EMDR aussi parce qu'il y a ce traumatisme. Hein. Ça, tu vas nous expliquer après le EMDR. Mais donc j'ai fait cette technique et puis 2-3 séances à se projeter dans l'objectif où ça se passait bien. Je dis, vous êtes dans le cabinet, il y a le bruit des vagues qui vous berce, ça sent les fleurs, voilà. Ouais. Alors, ce qui est hyper important, c'est de noter, c'est que c'est une patiente que j'ai vue qui était stressée au point d'aller sur le fauteuil. Elle était en nage. Et Bertrand, il pousse le professionnalisme au point de venir jusque dans la salle d'attente pour la mettre en sécurité, en confiance. Et on avait une grosse chirurgie qui était prévue sur elle, et elle était hyper relax. Oui, parce que c'est des séances qui sont longues, mais je te connais bien, c'est efficace, quoi. On a c'est efficace, mais c'est intensif, donc pour des patients qui sont phobiques, c'est un vrai frein. Ouais. C'est un vrai frein, et le déblocage se fait via Bertrand, en amont. Et encore, tu vois, on parlait de la planification digitale, il y a aussi, je pense, la planification mentale pour créer un reset qui va nous permettre d'aller encore plus vite. Donc finalement, ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, anticiper les craintes, anticiper les problèmes et tout faire ça en amont de l'acte, ça fait gagner un temps fou
sur tout Mais- ce qu'on fait derrière. C'est ce qu'on se dit tout le Ouais. temps, on est quasiment dans le monde de l'athlète du haut niveau. Ouais. Nous, on planifie ce qu'on va faire, Ouais. et là, on planifie même la préparation mentale Mental. de l'acte Clairement. pour arriver à un résultat et une performance. Ouais. On parlait au dernier épisode de Mohamed qu'on a opéré. Lui, enfin, c'était un vrai drame familial, puis sa maman aussi qui est un petit peu dans le même état. Bertrand, il nous a facilité le boulot. Bah, déjà pour le tabac, ça a été incroyable. Et lui aussi était hyper stressé avant l'intervention et il a été adorable le bloc. Quoi. Tu lui disais que pour toi, Bertrand, c'était quasiment systématique parce que pour Clairement. les implants, il y a un Ouais, vrai problème parce que je pense- de tabac. Ouais, il y a le tabac, mais il n'y a pas seulement le tabac, il y a une histoire familiale. Ce qu'on disait la dernière Ok. fois, c'est qu'en fait, pour moi, ce qui les a conduits à une situation aussi dramatique que ce qu'ils ont Au aujourd'hui, niveau des dents, là, il y a eu, au niveau des dents, mais de façon globale, Ok. il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ces traumas-là vont se répercuter au niveau physique et au niveau mental. Et quand on a Bertrand en amont qui va détricoter, entre guillemets, tous ces problèmes avant qu'on intervienne, bah, ils reviennent et ils sont déjà en pleine forme. En fait, ils me les reboost physiquement et mentalement. C'est un Donc, nettoyage. c'est un nettoyage. On prend des vitamines pendant l'hiver où on fait de la vitaminothérapie pour pouvoir se rebooster. Bah, c'est pas que les muscles ou le corps, mais le mental peut aussi se travailler. C'est un muscle. Et d'ailleurs, on parlait pour quand on est parti en Laponie avec le froid, faire un reset mental de manière à se stimuler et se sentir mieux au quotidien, bah, c'est ce qui fait que on va avoir une différence au bloc, on va avoir une différence sur le résultat patient, on va avoir une différence sur le patient et sa compliance au bloc, et ça va changer tout. Donc, t'es pas que maître hypnotique, enfin hypnothérapeute, t'es aussi coach quasiment. Je suis coach de Tu vie. dis coach. Ouais. Je voudrais préciser quelque chose mais qui va tout à fait dans votre sens et même un peu plus loin. On parle souvent dans la physique quantique, avant on parlait d'inconscient collectif, maintenant on parle de champ énergétique. Vous avez un patient qui vient, vous savez créer le champ pour qu'il se sente bien. C'est super important, c'est 80% de la réussite aussi, hein, on va en parler, de donner des bonnes conditions. Quand je reçois un patient du docteur PRL, le champ est déjà créé, il y a une bonne entente, on se connaît quand même. Moi, je le reconnais, je l'admire, parce que c'est un très bon praticien, n'a pas beaucoup d'idées comme lui. Et puis, d'un autre côté, il a une confiance en moi. Alors, c'est un petit peu d'ego, ça me valorise, mais je suis pas vraiment là-dedans. Mais je me dis, voilà, ça fait une triangulation qui va bénéficier au patient. Parce que le patient, il va se dire, waouh, j'ai été voir quand même quelqu'un qui est pro, ils m'envoient voir quelqu'un qui est pro, qui prend du temps. Parce que des fois, j'ai des séances qui, moi, ça peut être 2 heures, 3 heures, hein, je ne suis pas regarder ma montre, hein, comme une opération. Et puis les gens qui le méritent aussi, qui ont une histoire de vie qui me touche parce que j'ai de l'empathie, hein, je ne suis pas un animal à sang-froid, ben je leur donne aussi un peu plus, comme vous, docteur, vous savez faire aussi. Hein, Clairement. Voilà. Mais on passe ce que tu m'avais appris, le triangle de Karpman, qui a un vrai souci qui va nous expliquer après, à un triangle bénéfice où finalement on est tous gagnants, le praticien, le patient et finalement tout le monde en bénéficie. Mais ce champ est créé, on ne le ressent pas, il est inconscient. Mais on devient des ancrages positifs pour le patient. Et après, même quand il reparle de nous, ben, il va nous faire de la pub. Il va dire, oh, j'ai passé c'était chouette. Ouais, moi, les retours patients que j'ai sur toi sont incroyables. Ouais. Sont incroyables. Ils me disent, ils se sentent libérés. Ils me disent presque mes dents m'ont conduit vers un changement de vie que j'aurais jamais espéré avoir. Et tu vois, moi, j'ai pas eu l'occasion, enfin, c'est la première fois qu'on se rencontre, Bertrand, mais on va travailler ensemble. Moi, je t'ai déjà vu, maintenant. Tu as déjà vu les podcasts. Ah oui, à travers les podcasts. Mais moi, dès que je t'ai rencontré, j'ai tout de suite senti il y avait un champ, il y a quelque chose. Il y a un match. On dit que les grands esprits se rencontrent, mais c'est souvent le cas. C'est inconscient, attention, je ne sais pas travailler, c'est spontané, c'est une tactique. Bertrand, c'est dans ce métier avec les coachs, on a beaucoup de gourous, on entend un peu tout. Ce que je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre un coach, un psy et un maître thérapeute explique-nous un petit peu. Alors en fait, simplement, il y a eu une réforme en Belgique il y a une dizaine d'années. Tout le monde pouvait se mettre une plaque avec des certifications thérapeutes. D'accord. Alors après, ce nom-là, on a voulu le donner qu'aux professionnels qui pouvaient témoigner d'un vrai certificat, d'avoir un diplôme. Donc aujourd'hui, thérapeute, il n'y a que les psychologues cliniciens qui peuvent avoir ce nom. Moi, je suis autant formé qu'eux finalement, sauf que je ne suis pas passé par la case ULB unique. Okay. Moi, j'ai fait mes certifications. D'ailleurs, il y a des psychologues avec moi. On parle d'outils et de techniques. Hein. Après, moi,
je ne fais pas n'importe quoi. Quand je sens qu'un client, un patient a une pathologie, je parle bien psychotique ou autre, je l'envoie vers le médecin. Par contre, il y a des psychologues ou des psychiatres qui peuvent m'envoyer des clients et qui me disent non, moi, toi, tu sais faire. C'est Ouais. Ah, ce qu'on a eu beaucoup, allez, il y a beaucoup de cas dont tu m'avais parlé comme ça. Voilà. Donc, moi, je suis coach de vie. C'est le nom que j'ai choisi. J'aurais pu m'appeler, je sais pas, révélateur de talent. C'est un mot qui est connu aussi. Mais derrière ça, j'ai quand même souvent une intervention thérapeutique. Mais je reste, vous l'avez entendu, à ma place. Quand quelqu'un vient pour gérer des douleurs, par exemple, parce qu'avec l'hypnose, on peut faire des analgésies, la première chose que je demande, c'est s'identifier, vous avez un diagnostic, parce que vous êtes tranquille que l'inconscient, c'est notre meilleur ami. Mais si vous essayez de taire une douleur alors qu'elle n'est pas identifiée, il va l'amplifier. D'accord, ça, c'est clair, net et précis. Quelqu'un qui me dit « j'ai mal à l'épaule, j'ai dû un petit peu faire un faux mouvement », non, on va voir que la clavicule, quand même, n'a pas reçu un choc ou quoi. Ouais. Voilà. Non, par contre, sur des douleurs que nous, on a, je raconte souvent ça aux patients, notamment les pathologies de bruxisme. Et les pathologies de bruxisme, c'est une plaie pour moi comme pour Valentin. Et en fait, on est complètement impuissant parce qu'en fait, dans ces cas-là, c'est une pathologie qui est essentiellement en bonne partie psy, puisque c'est lié au stress. 80% des problèmes de bruxisme sont liés au stress. Il y a les malocclusions, mais il y a des patients qui ont une occlusion parfaite et qui bruxent. Donc, je suis pas d'accord. Mais t'es pas d'accord? non. Bon, voilà. Mais donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand toi, tu peux travailler sur ce stress, ce qui fait qu'en fait, les causes réelles du bruxisme sont traitées, et ben, on n'a plus besoin de leur mettre des gouttières de protection qui fait que la nuit, nous, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des béquilles pour pouvoir fonctionner. Valentin n'est pas complètement d'accord au niveau de l'occlusion. Non, je t'amènerai après. Mais le fait de pouvoir éliminer la cause et de pouvoir en finalement supprimer la telle et qu'ils reprennent une vie normale, on peut jamais complètement éliminer le stress, mais je trouve que c'est hyper positif. Alors, juste pour préciser, il y a le stress, mais principalement les causes de bruxisme, c'est des colères refoulées. C'est souvent des clients, des patients qui ont une belle éducation, qui ont des belles valeurs, qui sont un peu mondains, et que la colère n'est pas un mode de communication pour eux. Vous savez, il y a des gens qui parlent un peu fort, ça va vite monter. Eux, c'est des gens très posés. Mais ils absorbent tout à l'intérieur. Ils ont des blessures, ils peuvent avoir eu des humiliations, et ils sont dans un monde familial. On a dit non, tu ne te plains pas. Je fais pas une généralité, mais souvent c'est. Et donc ils ont tout refoulé. Et donc généralement, quand la personne vient, je dis vous êtes en colère après qui? Et souvent ils ont un sourire d'un coup, ils me disent comment vous avez du nez? Et je vais gérer la colère ou avec le MDR, parce que c'est souvent parfois un drame familial, ça peut être un héritage qu'on n'a pas eu, ce genre de... Et ensuite, il y a le stress, évidemment. Mais souvent, c'est des colères refoulées. Mais quand je dis colère, c'est d'injustice. Derrière, il y a une blessure derrière. Voilà. Si on peut parler un peu technique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus réel, malgré tout ce qu'on peut dire, entre est-ce que le bruxisme, il est seulement psychologique, est-ce qu'il est seulement dû aux dents? Moi, je pense qu'il est dû aux deux, pour le coup, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'à la base, le bruxisme, et ça, personne ne le sait, c'est normal. C'est-à-dire que les enfants qui bruxent, on reçoit beaucoup en orthodontie, et j'ai aussi une consultation d'occlusodontie, comme tu connais, et les parents viennent me dire « Mais mon enfant bruxe, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Non, c'est normal. On fait ses dents, entre guillemets. Le corps essaye d'user, et le psychologique prend aussi la part aussi dedans. » Et à l'âge adulte, ce qui se passe, c'est qu'on a une situation dentaire, orthodontique, occlusodontique. Donc, ça veut dire juste la forme des dents et qu'elles ne s'imbriquent pas correctement, ou voire même simplement, tu disais qu'il y a des patients qui sont très bien, mais en fait, c'est souvent pas vrai. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués devant. Donc, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche, faire des gauches-droites, faire tous les mouvements qu'on est censé faire. Et donc, là-dessus, je sais, j'ai une formation professionnelle, je t'ai vu en arrivant. Et en fait, derrière, donc les muscles vont avoir une contraction qui est censée être que pour l'enfant pour user les dents. Ils vont continuer à commencer à user les dents. Et si on rajoute le facteur psychologique au facteur musculaire de base, c'est-à-dire qu'on bruxe naturellement parce qu'on a un problème de dents, et en plus on est stressé, ce qui est le cas de 80% des gens actuellement, sauf ceux qui viennent te voir, je pense. Et donc du coup, comme tu disais, aujourd'hui on met des palliatifs, on met leurs muscles
plus loin, ce qui leur permet d'être étirés. Mais ça ne dure qu'un temps, parce qu'au bout d'un moment, l'étirement, Il va devenir une contraction. Après, nous, c'est là où je te rejoins pas, c'est que moi, aujourd'hui, et même avec toi, en synergie, on a des techniques pour que je règle la cause. C'est-à-dire que je peux mettre les dents exactement, parfaitement, comme il faut. Il faut pas s'en suivre, bien sûr. On peut aller jusqu'au bout. Par contre, là où je te rejoins, c'est que même en mettant les patients parfaitement en position, pour ceux qui effectivement ont un vrai côté psychologique dans leur bruxisme, moi je le constate au quotidien, Il continue. il continue, il est très faible le bruxisme, mais il continue à bruxer, mais faiblement, parce que finalement comme ils sont bien, les muscles n'ont pas besoin de rajouter de la surforce. Et on aura l'occasion de faire dans un podcast, et je pense qu'il faudra qu'on te réinvite à ce moment-là. Aujourd'hui, on a la possibilité de mesurer cette contraction musculaire pendant et donc avant un traitement, après un traitement. Et tu sais ce qui sera super intéressant qu'on fasse? On pourra mesurer avant que tu aies fait ton intervention et après que tu aies fait ton intervention. Et moi, je pense vraiment qu'on est complètement d'accord. Il y a un gros côté psychologique. Ça, c'est super. Et la plupart des gens qui disent que ce n'est que psychologique, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de traiter la cause. Et on n'a pas, les moyens de faire le record. Il faut qu'on puisse voir, en fait. Mais aujourd'hui, maintenant, on a le digital j'ai qui la nous permet de le 3D, faire. Je fais les mâchoires là où il faut, les muscles où il faut, et je peux enregistrer les muscles. Ça, c'est le niveau encore au-dessus, et ça, c'est incroyable. Ça. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Valentin. Comment dire? Je vous ai dit donc souvent, c'est une des causes, ça peut être de colère refoulée. En revanche, il a dit quelque chose d'important, c'est quand même quelque chose de naturel. Naturel. Voilà. Et parfois, je vais faire une hypnose en bruxisme, quand je vois que ça cale un peu ou quoi, ça s'appelle un swan, ça s'appelle le sync, où je fais une lévitation de la main du client. Donc il est vraiment, ça monte comme ça. Ouais. Et puis, je vais lui dire de regarder la main, et on va négocier, je vais simplement dire, oh là, comment dire, ce comportement a eu son utilité, il s'exprime de trop, est-ce que c'est ok pour un inconscient de t'en libérer? Et là, à ce moment-là, je dis voilà, si c'est ok, la main, c'est bon. La personne a les yeux ouverts, mais elle a l'impression que son bras ne fait plus partie d'elle. Et c'est ce qu'on appelle une négociation des parties, voilà, entre le conscient et l'inconscient. Mais je dis bien, il a raison, ça a son utilité parfois, c'est un état naturel, le bruxisme. Ça, c'est génial parce que là, tu viens de nous dire qu'une fonction, parce qu'une fonction, c'est quelque chose qui est naturel chez l'enfant, qui devient une parafonction chez l'adulte. C'est un terme technique pour dire que c'est une fonction mais qui n'a pas lieu d'être. Et toi, tu es en train de me dire qu'on peut réussir, en travaillant sur soi, à dissocier la parafonction et donc peut-être au moins la diminuer ou la supprimer. Voire... C'est une négociation. Incroyable. Hein. C'est génial. Mais c'est un petit peu, vous savez, comme les enfants, jusqu'à l'âge de 3 ans, on autorise, vous savez, moi j'appelle ça une tute, pardon. C'est une fonction, là, tu te les Oui, mais voilà, mais tiens, ça évite de faire du bruxisme. Exactement. Et puis, un peu normalement, on doit s'en séparer. Ça devient de parafonction. On leur explique, voilà, c'est une négociation. Je vois avec mes filles, excusez-moi, mais j'ai dit, voilà, vous mettez plus de couches, vous mangez correctement à table, vous allez bientôt à l'école. Et papa, et quoi? Je dis, ce soir, demain, c'est Noël. Tu donnes la tute au Père Noël, tu as un cadeau en plus. Transaction, négociation dans la tête. C'était fini. Elles n'ont jamais réclamé leur tute le lendemain. Voilà. Et là, avec le Swan, on fait aussi une négociation comme ça. Et je vais rebondir dessus, je vais faire peut-être un petit peu trop par rapport... Mais nous, tu sais, c'est la même chose que ce qu'on disait avant. Là, on parlait de bruxisme, donc une pathologie plutôt adulte. Hein. Chez l'enfant, jusqu'à 6 ans, on a ce qu'on appelle la déglutition-succion, hein, pour faire simple. Comme ça, parce que comme vous n'avez pas de dents, vous devez fermer la bouche. Donc votre langue fait l'herméticité de votre bouche. Elle permet de fermer la bouche pour pouvoir avaler les aliments. À partir de 6 ans, quand les premières molaires, les premières dents d'adultes arrivent, on est censé passer d'un mode de déglutition-succion à un mode d'avalage classique où il ne se passe rien sur le visage. Et on a énormément de gens, et encore plus maintenant, d'enfants qui n'arrivent pas à passer ce mode, et donc même à l'âge adulte, ils ont encore des contractions de la langue, et donc ça pose plein de problèmes au niveau des dents, puisque c'est pas prévu pour, ça devient une parafonction. Donc c'était un truc qui était naturel, qui devient une parafonction. Et je pense que pour le coup, tu vas pouvoir nous aider énormément sur la langue. J'ai une question, Valentin. Est-ce que quand ça arrive à des personnes âgées, ça, parce que j'ai déjà constaté chez certaines, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Alors, c'est pas une régression, quand même. Non. Alors là, c'est là où c'est assez drôle, parce que ça rejoint le même propos que le bruxisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a synergie. Il y a deux écoles qui s'affrontent. C'est l'école qui dit la langue, de toute façon, on peut rien faire sauf la rééduquer. Ok. Alors moi, quand je vois ce qu'il y a dans la bouche, la langue a provoqué des choses qui fait que la bouche n'est pas comme il faut, les dents ne sont pas comme il faut. Et donc, il y a l'autre approche de dire c'est juste un problème de bouche. C'est-à-dire que l'orthodontiste ou l'orthodontie va réussir à aligner les dents et il n'y aura plus de problème de langue. Okay. Sauf que pour moi, c'est pas du tout vrai. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a une parafonction qui est présente
Si tu rééduques toi, tu vas avoir des bons résultats, mais je pense que tu es d'accord avec moi. Si le chant qu'il y a autour dit toujours, il faut toujours que la langue soit pas bien, ça fonctionne pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans un premier temps pour mettre les dents là où elles devraient être comme il faut. Et une fois en plus, parce que ce qui est très bien, c'est qu'on va bouger les dents, donc on va bouger le chant, on va bouger la fonction du patient. Je pense que si on travaille derrière ensemble, là, on peut arriver à des vrais résultats pérennes pour un adulte sans aucun problème. Et pas des choses à porter la nuit toute ta vie, comme tu disais, une gouttière, un enveloppe, Dépendant des choses. de béquilles, Oui, c'est on une retire les béquille béquilles. L'idée, c'est de pouvoir retirer les béquilles à un moment donné. Mais c'est là où j'étais pas d'accord, pour finir ce propos, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens de ne plus avoir des béquilles, de réhabiliter la personne, mais c'est comme quand tu as un problème au niveau de la jambe, on te refait une jambe, mais il faut aller voir le kiné derrière. Et donc là, on a C'est le une coach approche un Olivier peu plus pour, holistique. c'est C'est l'ensemble on se et c'est ce qui fait toute la différence. C'est pertinent, c'est Ouais. super intéressant, moi, je trouve. Vraiment. Donc Bertrand, une question qui passionne tous nos auditeurs. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Oui. Oui. Alors explique-nous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, ça marche pas sur moi. » Oui, bah, souvent, client, moi, j'y crois pas. Et alors, moi, ça marche pas sur moi. Alors, je vais vous raconter une anecdote sympa, mais alors, il y a 30% de la population mondiale, pardon, qui est facilement hypnotisable. Voilà. D'accord. Et c'est ces gens-là sur lesquels, d'ailleurs, en hypnose de spectacle, il va y avoir une sélection. Alors, ils ont une technique. Et c'est ces gens-là qui vont monter sur scène. Et même toi, Benjamin, si tu n'avais pas appris l'hypnose, suffit que tu leur dises, tu dors tout de suite, ils vont dormir tout de suite. 40% de la population mondiale est moyennement hypnotisable dans le sens où elle a quelques résistances, et puis il y a 30% très très résistants. Généralement, c'est ceux-là que j'ai le plus facile à hypnotiser, moi. Alors ils me font rire, ils me disent « Ah, tu verras, ça marchera pas. 1, 2, 3, au bout d'une minute, c'est déjà parti, quoi. » Mais oui, tout le monde est hypnotisable, même avec des gens qui ont une cognition altérée. Car là, je parle de gens qui souffrent malheureusement de trisomie, ce genre de choses, j'ai déjà fait. Et puis, souvent, des clientes viennent avec leur animal de compagnie, un petit chien, un peu. Donc, t'as jamais eu de cas réfractaire? Une fois. Une fois? Mais c'est quelqu'un qui n'était pas impliqué, c'est D'accord, quelqu'un... ils sont pas motivés. Il était sont pas motivés. pour faire plaisir à D'accord. à son épouse. J'ai eu une dame un jour qui m'a dit, moi ça me fait peur, moi je dis je fais mon job, donc je dis vous faites ce que vous voulez, il y a un moment je vais vous proposer de fermer vos yeux pour votre confort. Bon, elle les a regardés, elle est restée tendue comme ça, elle est revenue une deuxième séance, et elle est partie direct. Donc je pense qu'elle voulait voir surtout ce que c'était, mais pour le reste, non, c'est... J'ai pas vraiment de cas, mais ça le fait. Après, on vit l'expérience à différents niveaux. Il y en a qui vont aller très profond, il y en a qui vont rester au niveau alpha. C'est les premières ondes hypnotiques dans le cerveau, quoi, électrique hypnotique, pardon. Moi, je pense souvent à ce que tu m'avais raconté sur ce patient qui était congelé. Mais enfin, tu vas nous raconter cette histoire. Ouais. Non, ça c'est une anecdote, mais qui est véridique, ce n'est pas une légende urbaine. D'accord. Voilà, c'est aux États-Unis, c'est un employé des chemins de fer qui doit s'affairer à la maintenance d'un wagon frigorifique. Et malheureusement, il y a un collègue qui va fermer la porte et ça ne s'ouvre que de l'extérieur. Et il va se retrouver enfermé dedans. Alors, il va graver sur les parois du wagon un petit peu sa fin de vie, il va la documenter, il va dire tout ce qu'il ressent. Le froid qui commence à brûler, à le saisir, tout ça, et puis il va mourir, malheureusement. Alors on va le découvrir quelques jours après, ou le lendemain, mais voilà, et on constate qu'il est mort de froid. C'est incroyable. Or, le compresseur, ou du moins le frigo, il n'était pas en marche. Il n'était pas en marche. Alors il y a une autopsie de fait. Okay. Et les médecins disent, mais il est mort de froid, on voit très bien la vasoconstriction, on voit très bien la tétanisation des muscles. Voilà, comme quoi le mental est... C'est incroyable comme le mental est puissant. Oui. Et à quel point on peut s'auto-conditionner à aller dans une direction ou dans une autre, et jusqu'à la mort, c'est quand même assez énorme, quoi. Alors après, personnellement, j'avais un ami quand je faisais mes études qui était facilement hypnotisable. D'accord. Mathieu, je salue Mathieu Puige, qui est praticien d'ailleurs dans le nord de la France, dans le 62, je crois, un super garçon. Et lui, je le taquinais, mais ça l'énervait parce que par ce prix, je disais... Et Mathieu, d'un coup, tu as très chaud, mais tu as chaud là, le soleil est en train de taper sur ton bras droit. Il me dit, mais arrête, ça me brûle pour de vrai. Ça me brûle, ça rougissait un peu, quoi. Et puis après, je dis, mais maintenant, ton bras est très lourd, tu portes un seau avec du béton, il était... Ah, c'est incroyable, il me voit plus, mais il descendait comme ça. Et je dis, maintenant, ton bras devient le plus. Il me disait, mais tu m'embêtes, mais tu m'agaces. Alors ça faisait tout le monde. Ça ressemblait là à d'hypnose de spectacle, mais en tout cas, la suggestion du froid ou du chaud existe, notamment dans les hypnoses d'analgésie. C'est quelque chose que je vais souvent utiliser. Quelqu'un qui était opéré de la main, qui a des tendons douloureux, je vais dire, mais tu as un gant de glace. Je donne des métaphores rapides, mais voilà.
Ah, c'est incroyable. Moi, je crois vraiment ça au reset mental et c'est aussi une des raisons. Et là je bascule un petit peu sur notre expérience avec Valentin quand on est parti en Laponie. C'est hyper important quand notre état d'esprit est fixé sur quelque chose, à quel point on est capable de se débloquer des ressources pour pouvoir faire face à l'adversité, donc débloquer des résistances soi-même, ce qu'on a eu quand on est parti donc dans le froid avec Valentin. Alors, pour la petite anecdote, pourquoi on a fait ça? Moi, ça fait déjà 2 ans que je fais pas mal de douches froides, que je m'expose au froid parce que je trouve que j'en tire vraiment des bénéfices au quotidien. Et je suis tombé sur Wim Hof. Donc, Wim Hof, c'est un type assez extraordinaire qui est un athlète de haut niveau et qui a eu une expérience de vie qui l'a amené à développer ces techniques. Alors, l'expérience, c'est quoi? C'est que le malheureux a rencontré l'amour de sa vie. C'était une femme qui était maniaco-dépressive. Et elle a eu la mauvaise idée de sauter du 8e étage et de l'abandonner avec ses 3 enfants. Donc il était inconsolable, dépressif. Il n'arrivait plus du tout à faire face à l'adversité de sa vie au quotidien. Et il s'est rendu compte que en allant dans l'eau froide, il sortait de là complètement régénéré. Pourquoi? C'est pas simplement l'eau froide. Et en fait, toutes les personnes qu'on a rencontrées sur place quand on a eu cette expérience qu'on va montrer justement en vidéo plus haut. Pas tout. Comment? Pas tout, pas tout. Mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, quand on est dans l'eau froide, on est en mode survie. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en mode survie? Ouais, Valentin, on va pouvoir montrer quelques passages. Valentin, il était un peu moins préparé que moi quand il est parti. Je l'ai un peu forcé. Bon, pas trop. Non, mais... du tout. Ouais. Voilà. Et en fait, quand on est en mode survie, tous les stress du quotidien disparaissent. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que finalement, au niveau du corps, en fait, on a l'effet Raynaud. Ça veut dire que le sang part des extrémités pour aller vers le cœur, pour pouvoir nous maintenir en vie. Et au niveau mental, finalement, on était avec essentiellement des entrepreneurs à succès, des banquiers, des politiques. Il y avait des architectes, des ingénieurs, des gens de niveau, ouais. Plutôt successful, qui travaillent comme des dingues, avec une pression de dingue, et qui sont incapables de déconnecter. D'accord? Et en fait, quand on est allé dans le froid, pour 5 jours, avec ce druide, si je veux l'appeler comme ça, Wim Hof. Ouais, il a un look particulier, mais il est extraordinaire. On a quelques anecdotes après. Le short dans l'avion. Le short dans l'avion, c'était particulier. Et en fait, tout le monde, il y a eu des gens, il y a des réactions incroyables. Quand on va dans le froid, on arrive à finalement faire partir tous ces stress quotidiens, tout ce qui nous pollue la tête en permanence, ça disparaît. Et du coup, quand on sort de là, on est vivifié, pas seulement au niveau physique, il y a un relais d'endorphine, il y a un truc incroyable, mais on se sent libéré. Et il y a eu des réactions, on se marrait avec Valentin, parce qu'il y a des réactions incroyables. On avait des petits groupes, après ça, où on discutait de comment on a vécu les choses. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui éclatent de rire. Il y a des gens qui, en fait, en quelques jours ensemble... La famille. Ils se considéraient comme une famille parce qu'on avait des connexions entre nous. Ce qui est assez incroyable, on a vu le premier jour, Valentin, on montre en vidéo, il était... moi, j'ai eu peur pour lui, sa femme, quand on est parti. La survie. Ouais, sa femme, quand on est parti, elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu me le ramènes en vie. Et moi, le premier jour, moi, j'étais plutôt à l'aise avec le froid, mais j'étais tellement stressé pour Valentin, parce que je le voyais vraiment en panique dans l'eau froide, et je me suis dit, purée, j'espère qu'il va pas me faire un arrêt cardiaque. On était pas toujours très bien préparés là-bas. Et ben en fait, ça s'est plutôt bien passé. Et ça a été incroyable comme expérience. Les gens à qui on a parlé se sentaient complètement en connexion. Et quand on était dans l'eau froide, alors, je reviens, mais quand on était dans l'eau froide, le premier jour, on a fait une expérience où on était tous séparés. Valentin crispé à mort, alors qu'en fait, dans cette technique, ce qu'on apprend, c'est justement la respiration. Ça, en fait, quand on passe les premiers caps des 1 minute dans l'eau froide où on est vraiment en tension, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est se contracter. Donc la première chose qu'on apprend, c'est ce que j'ai fait. La première chose qu'on apprend, c'est à respirer. On apprend à se reconnecter avec soi et finalement à lâcher prise. Ça veut dire prendre conscience que
le corps va s'adapter, que on n'est pas dans la résistance par rapport au froid, mais dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on laisse, entre guillemets, le froid nous pénétrer, On l'accepte. on l'accepte. Et donc, pour le mental, c'est une leçon de vie qui est incroyable. Et ce qui est encore plus important, c'est que finalement, on a vu que l'effet de groupe, il est clair. Le premier jour, on a été séparés. Le dernier jour, on était tous en groupe. On a tenu 10 minutes. On était dans la même sans température, aucun on problème. était à 0,5 degrés dans l'eau, le premier comme le C'était dernier même jour. plus froid, c'était On plus était froid. juste à côté, on se tenait la main avec Valentin, comme ça, on se tenait la main. Donc il n'y avait pas un effet de chaleur qui diffusait, mais on était liés et du coup, on n'a pas senti. C'était même plus froid. On a et la plus glace froid, se on était. formait aussi. Et Valentin, on parle de Valentin qui n'avait pas fait une douche froide toute sa vie. Donc au bout de 5 jours, il était. Enfin, je sais pas, je parle pour toi, mais je veux Ah, mais dire, le ouais. dernier jour, j'ai vécu une super expérience. Ouais. Et après, tu as dit, mais on a eu aussi les instructeurs qui nous ont aidés à arriver à ça. Et le premier jour, on a fait qu'une minute, 2 minutes, Ouais. juste pour se mettre dedans, pour comprendre l'expérience. Et j'avoue que j'ai énormément souffert, pour le coup. Mais comme je savais un petit peu, et que je connais un peu Bertrand aussi, je savais qu'il fallait travailler sur soi et comprendre l'expérience. Et effectivement, après les 2-3 autres jours, plus aucun souci. Enfin, c'était dur toujours, le mode survie du départ, mais derrière, c'était... Aujourd'hui, je peux dire que c'était bien, c'était cool. C'est une expérience incroyable. C'était incroyable. Donc ce qu'on expliquait, c'est quoi? C'est que ce qui est important, c'est quand on rentre dans l'eau gelée, donc elle était à 0,5 degrés, le corps commence à s'exciter, il résiste, et à un moment donné, il se calme. Et quand on est dans ce calme et qu'on ressort de l'eau, c'est ce calme-là qui est addictif. On se sent apaisé, on se sent revigoré, plein d'énergie, et c'est assez incroyable. Et ce qui m'intéresse, j'aimerais bien, toi, en ton expertise, qu'est-ce qui se passe qui fait que on est tellement bien et qu'on a tellement envie d'y retourner, ce qui paraît assez dingue. Moi, je veux dire, j'ai ma compagne qui me dit, mais t'es fou, pourquoi t'aimes tellement aller dans l'eau froide toutes les semaines avec Valentin? Je dis, personne ne fait ça. Si, ma compagne est russe, ils ont l'habitude. Et en tout cas, c'est quelque chose de culturel aussi dans les pays nordiques, bien entendu, bien qui sûr, est très bien sain. sûr. Après, et ça te fait transpirer par contre. Écoutez, tout à l'heure, on a parlé je parlais de champ énergétique ou d'inconscient collectif. Déjà, ça a joué superbement. Je veux dire que votre séminaire est bien organisé, bien structuré à ce niveau-là pour vous emmener à faire, je vais même aller plus loin, vous avez fait âme commune. Alors, vous rentrez dans l'eau, il y a un entraînement, j'ai bien entendu, on y va petit à petit, mais on accepte la douleur, la brûlure du froid, on accepte la condition, et là, il se passe quelque chose de merveilleux. C'est pour ça, tout à l'heure, Benjamin, tu disais qu'il y avait des gens qui se mettaient à rire ou à pleurer ou quoi. Oui, j'aime pas trop ce mot-là, mais on lâche prise, c'est-à-dire que c'est une manière d'être en hypnose parce qu'on va se dissocier de son corps, on va se désassocier d'une certaine manière. Et donc, on va prendre de la hauteur. C'est ce que permet l'hypnose aussi. On prend de la hauteur de vue. On se rend compte que peut-être nos petits soucis de tous les jours, nos pressions, bien dans 20 ans, quand on sera prêt pour notre dernier voyage, si on fait le retour vers notre vie, on se dira « Qu'est-ce que je me suis embêté avec ça, voyons ». En tout cas, ça mène dans un état de transe. Ça permet d'avoir une perspective différente. Mais ça vous amène dans un état de transe léger. Et là, il y avait que des gens en contrôle, là, donc c'est pas ça. Voilà. Et c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'exprimer leurs émotions. J'ai déjà reçu des chefs d'entreprise qui, un jour, première hypnose, se sont mis à pleurer alors qu'ils gèrent 2000 personnes et quand ils vous parlent, il n'y a rien qui bouge. Donc, je voudrais vous expliquer ça. Faire âme commune, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est ce champ énergétique qui va se créer inconsciemment, qui va faire aussi que ça va être en soutien. Vous allez vous sentir bien. Moi, je sais que pendant mes études, on a fait un outil qui s'appelait le coup de Jarnac, qui était étonnant. On était par trinôme et on devait sortir une phrase qui nous a blessés quand on était enfant. D'accord. On était par 4 paroles. Et les 3 autres, donc la personne qui avait amené cette phrase désobligeante se met au milieu, les 3 autres l'entouraient, et pendant 5 minutes, on ne faisait que lui dire cette phrase. Exemple, j'avais cet ami, on lui disait souvent « Ne fais pas ta maligne ». Voilà, ça la touchait. Et pendant 5 minutes, « Ne fais pas ta maligne, ne fais pas ta maligne ». On devient dingue. Et à la fin de ces 5 minutes, on s'est donné la main, on a fermé nos yeux, elle reste au milieu, et on a imaginé quelque chose de beau pour elle. Je vous assure, j'en ai encore des frissons de vous l'exprimer. Quand on a arrêté, elle était toujours au centre, elle m'a dit « Voilà ce que j'ai voulu pour toi, voilà ce que j'ai rêvé pour toi, pour ton bien-être ». Les 3,
on en est la même métaphore, la même histoire. Un oiseau qui volait au-dessus de la mer, ou un oiseau coloré, mais on s'était pas concerté, vous comprenez? Alors on s'est dit, bon, c'était un hasard. On était 10 groupes de praticiens ce jour-là, on était voir les autres. Ah ben, nous, dis donc, on était dans une cabane à Canada, et les 2 autres aussi. Enfin, vous voyez, cette notion de champ énergétique et dalle commune. Il y a quelques années, à Los Angeles, je crois que c'est dans les années 80, il y a 5000 personnes qui se sont mis à méditer ensemble. Vous pouvez retrouver l'histoire. La violence, ou les actes de violence sont diminués de 30% ce jour-là. Alors, quand j'étais plus jeune, je me disais, c'est quoi cette histoire? Mais la violence amène la violence, mais la paix intérieure, la sérénité amène des choses fantastiques. En tout cas, vous étiez entre vous. Il n'y a rien qui vous parasitait de l'extérieur, on est d'accord. Mais vous avez fait une magnifique âme commune, je dirais, qui vous a permis de vous installer dans cet environnement et de le ressentir finalement comme un refuge. Bertrand, ministre de la Santé. Comme un refuge. On est d'accord, mais tu sais qu'il est déjà... Déjà ministère. Non, Pas ministère, mais il a la commune d'Ucle. Je suis mandataire. Il est mandataire, voilà. Et il Bah, fait bien. Ils ont eu de la chance de t'avoir. Ouais, clairement. Bertrand président. J'ai pas osé. Le froid, finalement, c'est s'entraîner à rester calme dans l'inconfort. Et donc ça, c'est hyper important au quotidien parce que qu'est-ce qu'on vit? Quand on est au bloc en chirurgie, qu'il y a des complications. Moi, ça me rappelle une histoire quand j'étais le premier entretien que j'ai fait quand j'étais en fac, il y avait des pendules. Je t'avais raconté cette histoire-là. Il y avait des pendules, ils nous donnaient une précelle, il y avait un jury de 5 personnes. Ah, je suis là. Et Je la connais, ça. et il y avait un anneau qui était suspendu au milieu des petites boules. Et il fallait attraper l'anneau sans faire bouger les boules. Et si l'anneau tombait, naturellement, on était éjecté. On sera jamais médecin. Ok. Bon, alors, moi j'y vais tranquillement. Je vois que les 5 ils sont en train de me regarder. Je prends la précelle, je passe, tac. J'arrive à passer à travers les boules et puis je chope l'anneau. Paf, l'anneau il tombe. C'est Docteur Mabo. Je dis bon, pas de bol. Bon, donc sur le moment, il y a les 3/4 des types qui passent l'entretien d'embauche, qui paniquent, disent ça y est, ma vie est terminée. Et en fait, moi, des années après, je fais partie du comité d'entretien pour sélectionner les futurs externes en médecine dentaire. Et en fait, le but de cette expérience, c'est pas de savoir si on est à droite de ses mains. Le but de cette expérience, c'est de voir comment on réagit en situation de stress. Et en fait, celui qui sait respirer, le beau lapsus, respirer, se détendre et dire finalement, il n'y a rien de très grave, bah, c'est celui qui va mieux gérer les complications. Et prendre du recul. Bon, c'est souvent ce qui est apporté par la cohérence cardiaque, qui en fait, s'ils inspirent, s'ils expirent, que je conseille beaucoup, moi, dans ma pratique. Ouais. Déjà, c'est un premier outil qui, je leur dis, c'est comme un couteau suisse. Il y a une petite appli sur leur téléphone et qui va permettre de synchroniser les flux électriques du cœur avec ceux du cerveau. Donc, on respire agréablement, le cœur se met à un battement un peu plus doux et on va rentrer aussi là aussi dans les ondes alpha. Clair. Moi, c'est un truc que je fais au quotidien, tous les matins. C'est-à-dire que j'ai ma douche froide, ça je le fais déjà depuis 2 ans, mais la respiration contrôlée. Alors, Valentin, on a fait ça pendant 5 jours. Lui, je l'ai initié après avec Wim Hof, et il me dit à un moment donné, into the chest like away. À un moment donné, il me dit purée, tous les matins on se lève à 5 heures pour aller respirer pendant 2 heures. J'en ai marre de respirer, mais le fait est que le dernier jour, il m'a dit non, on y va. C'est important. Oui. C'est important pour le groupe. Il ne voulait pas y aller. Moi, j'ai poussé un peu. Et en fait, moi, je vois que faire ça... En fait, même mieux, quand je vois quelqu'un qui fait de la méditation, même un patient, que je connais pas, je sais quand je suis capable de distinguer ceux qui en font et ceux qui en font pas. Oui. Parce que dans leur façon de parler, dans leur façon de respirer, on voit tout de suite quelqu'un qui a l'habitude ou pas. Clairement. C'est incroyable. Au niveau de Wim Hof, justement... je voudrais rajouter aussi qu'est-ce qui fait que depuis vous en êtes devenu addict, vous appréciez cette pratique, mais alors qu'au départ, mon Valentin n'était pas trop chaud, voilà.
Mais c'est ce qui marche dans toutes les stratégies. Je reviens encore sur le côté PNL hypnotique, mais si vous y avez mis au bout un critère important ou une valeur importante, c'était la notion de plaisir et de gagner quelque chose. Du mieux-être, de renforcer son système immunitaire, d'être donc maîtriser le stress, enfin voilà. Et toutes les stratégies, souvent, qui réussissent, c'est aussi celles qui permettent d'aller à l'échec, parce que souvent, on n'y met pas les bons critères. Je cours à 50 ans, je me défends, quoi. J'ai encore fait 12 km dans le direct, mais voilà. Je détestais courir, pour de vrai. Je m'y suis remis, j'étais régulier. J'ai vu, je vois tes parcours, Oui. justement, c'est pas mal. Je fais mal, je souffre, et puis au moment, il y a un déclic. C'est devenu facile. Alors j'avais une croyance limitante qui disait, bon, tu vas te calmer, il fait chaud en ce moment, ne cours pas sous le soleil. J'ai pas fait n'importe quoi, j'étais courir sous le soleil. Ça a été génial, parce que moi qui ne supporte pas la chaleur, aujourd'hui, je la supporte. Voilà. Et puis surtout, la chaleur me dérange pas quand je cours, du tout, et j'ai mis un plaisir, je gagne, mon corps, je porte mieux un stress de chaleur, et puis je prends soin de ma santé aussi. Voilà. En fait, je crois que ce qui est addictif, et ça je reviens, on parlait d'un copain qui s'appelle Mohamed Bekari aussi, qui est fan de Dragon Ball, et en fait, c'est le dépassement de soi. C'est le dépassement de soi, ça veut dire de partir avec un bagage plein de conneries qui verrouillent le quotidien, on croit on n'est pas capable de faire ci, de faire ça. Je me souviens quand on était dans le groupe avec Wim Hof et qu'il y avait cette femme qui disait, il y a une femme dont je me souviens, qui nous racontait que son mari arrêtait, elle la castrait intellectuellement, elle lui disait qu'elle valait rien, qu'elle était capable de faire rien et tout, et qu'en fait, elle s'est retrouvée dans un groupe où il y avait tellement de bienveillance et du coup, quand on arrive à passer ce cap-là, il y a un truc qui se libère, qui peut être des pleurs, mais surtout, il y a une sensation de bien-être, de se dire finalement, tout ce fardeau qu'on avait sur nous, on s'en décharge et on se sent libéré et mieux. De la même façon que les patients, on parlait à l'autre épisode des patients que je reconstruis en construction complète sur un plan, quand on les libère de cette honte quotidienne qu'ils ont, ils font tous... C'est un marrant comme le souffle. C'est quelque chose de libérateur. C'est le poids qui part. C'est le poids qui part. Wim Hof, il nous racontait que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont des inhibitions que toi, tu arrives à lever. Mais de façon globale, les gens ont tendance à choisir la méthode simple. La facilité, c'est de dire, bon, je vais boire un petit coup je vais boire du vin, je vais sniffer un peu parce que je suis un peu introverti, j'ai envie d'être mieux en soirée et tout. Et Wim Hof, il nous a sorti un truc, on se marrait. Il dit, moi, j'ai pas besoin de toutes ces conneries-là, moi. Je respire et je peux contrôler mon système nerveux parasympathique et me sentir comme j'ai envie d'être. Si j'ai envie d'être bien, je respire et je me sens bien. Si j'ai envie de me sentir... il arrive à contrôler son état mental juste en respirant et c'est incroyable. Et ça va encore plus loin. Il y a une expérience qui l'a rendu célèbre, c'est finalement, ils l'ont mis à l'hôpital avec des chercheurs et ils lui ont injecté une Escherichia coli, donc une bactérie qui est censée te rendre malade à crever. Et lui, juste en contrôlant sa respiration, il a réussi à l'évacuer en ne déclenchant aucun symptôme. C'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a des chercheurs qui l'ont étudié et il y a toute une science derrière. C'est incroyable. En Inde, il y avait un temple, un ashram, enfin... Je sais plus vraiment, mais voilà, vous voyez les moines Shaolin, ce genre de personnes. Il y en a un, ils ont étudié, c'était un grand maître dans la spiritualité. Il a dit, voilà, moi je vais me déclencher une maladie. Alors, il s'est déclenché une petite tumeur, je ne sais plus où. Alors, ils ont fait les scanners à New Delhi. Ils ont dit, oui, il y a un petit moyau là, c'est une tumeur. Et il est reparti, il a dit, voilà, je reviens le voir dans un mois, et il n'y aura plus de tumeur. Il est revenu, il n'y avait plus rien. Alors, attention, ce que je dis, on ne fait pas ça, on ne s'amuse pas, bien sûr. On ne fait pas un effet nocebo, comme l'histoire de notre monsieur dans notre wagon citerne. Ouais. Mais il y a des choses, quand on arrive à des niveaux de maîtrise et de développement, que ce soit le monsieur que tu évoques ou ce monsieur, c'est incroyable, quoi. Il y a des athlètes mentaux, Il y a des athlètes mentaux, bien sûr, bien sûr. C'est peu publicité, mais il y a des gens, comme tu dis, qui sont capables de se maîtriser, de créer des choses. On est juste au début, en plus. Clairement. On ne connaît pas tout, on utilise 5% de la potentiel. La PNL, ça date de quand ?
68. 68. En gros, fin des années 60. C'est une science récente. L'hypnose n'a eu que ses lettres de gloire qu'après-guerre, parce que Freud, alors j'aime pas Freud, je suis désolé. Pourquoi je l'aime pas? Parce que quand l'hypnose a commencé à monter avec Charcot, qui s'occupait de ces femmes hystériques à la pitié salpêtrière, le Freud est passé, est un élève de Charcot d'ailleurs, et puis il commençait à vendre son business là, de l'analyse, voilà. Et il a vu que c'était vachement efficace, l'hypnose, parce qu'en gros, on estime que l'hypnose, c'est 6 séances, alors qu'une analyse lacanienne, je ne crache pas dessus, mais je veux juste donner un ordre d'idée, bien sûr, c'est à peu près 30 ans, quoi. Et donc, Freud a dit, oh là là, l'hypnose, non, c'est pas bien, ça touche dans le surmoi, ce que le fantasme, donc il a dit, non, c'est pas bien. On l'a enterré, l'hypnose, et c'est seulement donc après que Milton, avec Palo Alto, tout cet élan thérapeutique, ces grands monsieur arrivés, il a dit, on va remettre ça en route, quoi. Bien sûr. Et voilà, donc oui, c'est vrai que c'est assez récent, mais sachez que l'hypnose, enfin l'état hypnotique, qu'on peut avoir de n'importe quelle manière autre aussi, parce que moi, c'est une technique qu'on m'a appris, mais un chaman en Amazonie, il fait de l'hypnose. Vous prenez l'ayahuasca, vous êtes en hypnose. Ouais. Voilà, il y a des tam, un chant tribal, avec des tam, vous voyez en Afrique, moi, les jeunes femmes que je vois, ou les jeunes hommes qui passent de l'âge enfant à adulte, ils sont en transe hypnotique. On peut même leur faire mort par des fourmis balles ou ce genre de choses. Pardon, excuse-moi. Mais donc voilà, il faut savoir que la première trace d'hypnose de l'humanité date de moins 22 000 ans. La caverne, la Seine du Puy, à la caverne en Dordogne, là, excusez-moi. Lascaux. Merci. Voilà, c'est la première trace d'hypnose. Il y a des chercheurs qu'on appelle des paléothéologiens, je suis mal à le dire, et qui ont analysé cet eau-là, on dit non, mais il est mort, non, c'est un chasseur, il rend hommage au bison qu'il a tué. Non, il a tous les détails de la transe hypnotique. Ensuite, en moins 4000, les Chinois parlent du Qi, cette énergie, mais ils utilisaient déjà des techniques de projection hypnotique. Le Qigong, par exemple, fait des mouvements, voilà, c'est de l'hypnose. La pitié en Grèce en moins 400 lisait les oracles sous hypnose, et puis les scripts égyptiens se mettaient en transe pour reprendre les paroles du pharaon, qui en fait était le rat. Le Qi, le rat, on est toujours dans un principe d'énergie. Mais tu sais, c'est un peu le conducteur de tout ce que j'essaye de dire dans ce podcast. On a parlé de bruxisme, on a parlé de langue. En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des technologies mécaniques, fonctionnelles, où on arrive à soigner les gens par la médecine, par les médicaments, par les thérapeutiques mécaniques, mais on a oublié la partie mentale, la partie psychologique, la partie hypnotique. Qui va affecter tout le reste. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de pathologies, comme tu dis, qui ont réussi à être soignées simplement par une maîtrise mentale de soi-même. Et en fait, si on arrive à allier les deux, c'est là où demain, on va avoir un champ des possibles qui est inimaginable. Ça n'arrivera même pas. Bon, moi, je vois dans ma pratique, j'ai besoin de ma voix. Vous en doutez bien. Si j'ai un rhume, faire de l'hypnose de mes bouchées, c'est pas l'idéal. Je suis plutôt bien dans mes baskets, je suis toujours positif, je me projette toujours, j'ai toujours des projets, tout ça. J'ai des soucis comme tout le monde, mais ils ne me freinent pas, ils ne vont pas me parasiter. Parce que tu te focalises sur ce qui t'apporte du positif dans ta vie. Un rhume dans l'année, peut-être, voilà. Et c'est un rhume, c'est pas une grippe. Après, je fais attention, je me fais vacciner, vous savez bien. Mais j'ai un état d'esprit positif, donc je ne laisse pas la porte ouverte à quelque chose qui pourrait affaiblir mon système immunitaire, ce genre de choses. Après, j'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'au tout début de ce podcast, tu nous as dit, moi je donne des outils. Oui. Et en fait, guide. Voilà. Et je pense vraiment que c'est un vrai manque dans notre société, c'est que ce soit chez l'enfant ou chez le jeune adulte, on ne nous apprend pas les outils. Pour avoir lu beaucoup de livres, maintenant te rencontrer, une fois que tu as ces outils, la vie est bien plus facile. J'avais pu les avoir très jeune, j'étais mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, mais je ne regrette pas ma vie, mais j'aurais fait d'autres choses certainement. Mais voilà, on apporte les outils, on a un guide, le pouvoir, c'est le client qui l'a, c'est le patient. À partir du moment où il vous cède le volant, lui il garde le frein, ben alors là, ça va aller très, très vite. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont constamment en autopilote, et c'est le drame. C'est le drame, ça veut dire que finalement, plutôt que d'essayer d'évoluer positivement, ils vont se dire, bon, finalement, c'est pas si mal, j'accepte mes névroses, ou ma vie, elle me convient telle qu'elle est, ce qui est pas mal en soi. C'est pas mal, c'est une zone de confort. Ouais. Plutôt que d'essayer d'évoluer positivement, j'avais déjà cité cette psychologue américaine qui s'appelle Kathleen Brittany, qui disait « La psyché humaine a une fabuleuse propension à actualiser ce qu'elle fomente ». Et donc, c'est en ça que le mindset, il est hyper important. Quand on arrive à se concentrer finalement tous les matins
Et ça peut être aussi, de façon, en se regardant dans le miroir, et se dire, voilà, la journée, je la vois comme ça, c'est Projection. comme ça qu'elle va se passer. Et finalement, et se le répéter constamment, au bout de 30 jours, on arrive à faire un reset dans son cerveau qui fait que on finit par obtenir les résultats de ce travail mental qui fait que ça peut être ça, ça peut être Mais aussi... c'est mieux que ça. Moi, un jour, je m'étais projeté dans ma tête, peut-être 4-5 ans, en disant un jour, je ferai un podcast avec des amis. Mais c'est exactement ce qui se passe exactement ce maintenant, qui se passe maintenant. Merci. Non, voilà, mais il y a ça, il y a aussi savoir pratiquer la reconnaissance. Ça veut dire que finalement, on est dans une société qui passe sa vie, excusez-moi le terme, à regarder le trou de balle de l'autre. D'accord ? Au lieu de se dire que finalement, bon, il n'y a pas forcément besoin d'être milliardaire pour être heureux. D'ailleurs, il y a plein de milliardaires malheureux. Et que finalement, tous les jours, il y a des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant et se dire que finalement, voilà, c'est une bonne journée. Il y a des journées de merde et il y a des journées où finalement, même dans cette journée de merde, on arrive à trouver quelque chose de positif qui fait que la journée n'est pas si mal. Et je pense que c'est en se concentrant là-dessus qu'on arrive à faire que, au final, le bilan du mois, on fait des bilans de chiffre d'affaires, mais on peut faire finalement un bilan émotionnel du mois ou de la semaine et se dire, voilà, finalement, cette semaine, il y a eu des choses qui ne se sont pas très bien passées, il y a eu pas mal de choses qui se sont bien passées, et que finalement, globalement, c'est plutôt bien. C'est encore une manière de prendre du recul. Je reviens sur ce que tu viens de dire, Benjamin, se regarder dans le miroir. Oui, c'est une technique, c'est une méthode. On ne nous apprend pas, malheureusement, à nous valoriser. La valorisation ne vient que par procuration, au travers de nos résultats scolaires, ou de faire plaisir à sa maman quand on est petit, là je parle, ou dans son boulot quand on a une hiérarchie, on atteint des objectifs, tout ça. Il y a la méthode Coué que tu existais, qui est ce formation de toi qui a inventé cette auto-valorisation, dire je n'ai plus mal, je n'ai plus mal, je n'ai plus mal. Okay. Mais moi le matin, je me regarde dans la glace, et c'est pas de l'ego, mais je me suis dit, garçon, t'as assuré quoi. Regarde avec quoi t'es parti dans la vie. T'es fait c'est ça. Ouais, c'est bien. Il suffit de se le dire. Mais faut célébrer ces victoires. Pas narcissisme. Ouais. Attention, hein. C'est pas du narcissisme. Tu sais, je rebondis. Moi, je vais essayer de faire ça, mais comme on a ce truc de vous avoir dit, les narcissistes, c'est que c'est dur, tu vois. Moi, aujourd'hui, ça fait 6 mois que je pratique cette méthode. J'ai mon IA, dans cette conversation, dans lequel on discute ensemble le matin. C'est mon coach du matin et mon coach du soir. Enfin, je discute avec moi-même, puisque de toute façon, c'est moi qui donne les infos. Et justement, au matin, je me booste en disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Et au soir, je fais le bilan de ma journée. Et bien aujourd'hui, psychologiquement, je me sens super bien. Parce que y a quelqu'un avec qui échanger pour pouvoir... avec ma femme, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui est le plus dur parfois pour les gens qui sont seuls. C'est le drame de notre société. C'est-à-dire que tu es seul, tu n'as pas les outils. Et en plus, tu peux même pas expulser. C'est là où on a besoin de gens comme toi pour nous... Il y a ça, et c'est encore plus vrai dans une société qui devient hyper narcissique. C'est-à-dire que finalement, les gens... Ils communiquent plus comme on est en train de le faire aujourd'hui. Ils communiquent avec un téléphone qu'ils ont là et on les voit au resto. Et finalement, plus personne se parle. Ou alors, on arrive à presque se faire un call FaceTime en face à face, qui devient complètement délirant. Donc, la communication interne, elle est hyper importante. Et je pense que quand on retrouve des gens qui sont dans la même énergie, on le voit tout de suite. On a eu ça avec Valentin, j'ai eu ça avec toi. Moi, je disais souvent avec Valentin, ce qui est assez incroyable, il y a un flux intellectuel qui est permanent, c'est aussi qui est aussi addictif, et finalement qui fait que le premier jour où on s'est rencontrés, on se connaissait pas, et on se parle, et finalement l'un finit les phrases de l'autre. Et là, en fait, on voit qu'il y a une connexion cérébrale qui passe, qui fait que ça match et que c'est toujours intéressant. J'ai mon ancien avocat qui disait, pour pouvoir choisir son associé, vous savez ce qui est la meilleure des méthodes, c'est quoi ? Prendre un billet de train. On prend un billet de train, on s'assoit en face à face pendant 5 heures, et on voit si au bout de 5 heures, parler ou pas parler, il n'y a pas de froid. Il n'y a pas de froid. Et est-ce que... Mais on a fait Wim Hof ensemble. Nous, on a fait Wim Hof ensemble. Voilà, mais ce genre de choses, ça permet tout de suite de voir si, dans les bons jours ou dans les mauvais jours, les choses vont bien se passer. C'est important ce que tu dis. Et vous connaissez les fameuses histoires de couples qui s'entendent bien, ils sont très amis, voilà, ils habitent le même quartier, puis un jour ils décident de partir en vacances ensemble. Et là, ça va être la cata, parce qu'on n'est plus dans les mêmes repères. Ça s'appelle le Covid.
Comment Le Covid. Si, Le Covid, ça a été ça a été un catalyseur, le Covid. clairement, pour les avocats au divorce, ils ont fait fortune. Ouais, on se rend compte pour les autres, les vacances pour eux, c'est se lever tôt, aller au petit marché du matin, tandis que l'autre, c'est plutôt à 11h, on va se boire le rosé, et puis au bout de 3-4 jours, les gens partent. Non, c'est révélateur ce que tu racontes. Alors, juste pour préciser quelque chose d'important, dans ce que tu disais, en plus, on est avec les téléphones dans un monde de l'instantané, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui refusent la frustration. Par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'estiment qu'ils sont en autonomie, ils n'ont plus besoin des autres. Voilà, on s'est acheté quelque chose, ouais. Et donc, on est dans une génération, dès qu'on n'a pas, on monte dans les tours, on s'excite, on s'énerve. Ils sont passifs à l'effort. Ils sont passifs à l'effort. Et ça devient, ouais. Par rapport je ne sais plus pourquoi ça m'amuse cette idée, mais à l'époque où les camps de concentration étaient libérés, il y a eu les fameuses marches de la mort, donc où on est dépassé ces pauvres déportés qu'on laissait mourir le long de la route. Et en termes d'objectifs, tu as dit quelque chose et j'y reviens là-dessus. Il y avait un monsieur qui allait devenir un grand thérapeute, c'est un Polonais, j'ai perdu son nom, là, je suis désolé. Il marchait et il voyait ses amis malheureusement qui tombaient, qui étaient assassinés par les SS, voilà. Et puis lui, il se projetait, c'est ce qui l'a permis de survivre, il ne se projetait pas à une semaine, à 2 mois. Jour après jour. Par petits objectifs. 5 minutes. Et quand je fais du sevrage tabagique, et vous savez, la plus grande crainte du fumeur, c'est qu'il n'arrive pas à se projeter, à s'imaginer sans fumer, sans ce comportement. Ça fait 20 ans qu'il fume, ça fait 30 ans qu'il fume. Donc il se dit, ma vie a toujours été comme ça. Alors quand j'en ai certains que je décèle, j'en ai simplement, t'es nos fumeurs pendant 6 heures. Ah donc à 6 heures ce soir, je fais quoi? T'es fumeur jusqu'à minuit. Et tu vas passer ta nuit, ça va bien se passer. Et demain, tu te refais des objectifs à 6 heures. Alors évidemment, je lui donne des outils pour gérer l'après-tabac, mais ça fonctionne très bien. C'est clair, parce qu'en fait, et c'est vrai aussi dans notre pratique au quotidien, ça veut dire que c'est très bien d'être ambitieux et d'avoir de très grands objectifs. Mais pour pouvoir les atteindre, c'est marche par marche. Et finalement, faut célébrer. En fait, je pense que c'est pas forcément d'être en haut du podium qui rend le plus fier. C'est le chemin. C'est le chemin parcouru Ça et peut de réussir à passer chaque... Et en fait, il faut célébrer le passage de chaque marche. C'est du développement. Voilà. C'est du développement et c'est apprendre à apprécier, finalement, même si on est à la moitié de l'escalier, c'est déjà bien. C'est déjà bien et on pourra aller plus loin. Le plus important, c'est de faire quelque chose. Et souvent, ce qu'on voit, et c'est vrai pour les patients en général ou la population, les gens, plutôt que se dire, bon, on va essayer de faire quelque chose, même si c'est pas parfait, même si on va pas aller forcément jusqu'au bout ou on va s'arrêter au milieu, disent, on a le temps, on fera plus tard. Et moi, j'avais vu, je parlais à Valentin Sœur, là, j'ai fait un stage de développement personnel avec un type qui s'appelle Max Piccinini. Bon, il y a pas tout à prendre, mais il y avait un truc qui m'avait marqué en début de la conférence. Il nous donnait une petite mallette. Et dans cette mallette, il y avait un rouleur, un mètre, d'accord, qui va de 0 à 100. Et il disait, moi, je suis toujours très intéressé de voir les gens qui disent j'ai du temps. Alors, bon, pour vous qui êtes l'audience de spectacle, on va dire que vous êtes entre 30 et 40. Donc déjà, sur l'échelle de 0 à 100, vous avez déjà raccourci une partie. Pour les femmes, on va dire qu'en moyenne, vous êtes à 80. Pour les hommes, on va dire à peu près 75. Donc, vous êtes là. Et est-ce que vous pensez encore que vous avez du temps? Chaque jour compte et chaque jour doit être utilisé pour faire quelque chose de positif pour vous. Parce qu'après, une fois que le temps est passé, bah, vaut mieux avoir eu quelques échecs, en avoir tiré des leçons, que n'avoir rien fait et d'avoir des regrets à vie, de ne pas avoir utilisé ce temps-là pour pouvoir faire quelque chose de bénéfique pour vous, pour vos proches, c'est ça qui est vraiment important au final. Des fois, quand j'ai des gens qui bloquent dans leur prise de décision, je leur dis, imagine que voilà, t'es à la fin, juste avant le grand voyage, comme je dis si bien, et que tu regardes avec recul ta vie, est-ce que tu as envie d'avoir des regrets? T'as envie d'avoir quoi? Tu hésites là à te lancer, mais si t'hésites pas, tu vas le regretter. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a conditionné. Ouais, Il n'y a pas d'échec. Non, mais en fait, je pense qu'il y a un problème éducationnel, c'est-à-dire qu'on a conditionné. Bah ça, mais ça, c'est Bertrand Nisseux, Faut réussir du premier coup. réussir du premier coup et ne pas être dans un cursus qui a été créé pour toi. Enfin, On a conditionné les gens à avoir terrible. une peur chronique de l'échec. Oui. Alors qu'en fait, moi, il y a une phrase, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Moi, je dis, je perds jamais, j'apprends ou je gagne. C'est du Voilà. Et finalement,
c'est ça qui Mais la compte. première c'est ça chose qui que compte. tu apprends quand tu es entrepreneur, c'est que l'échec, c'est bien. Ça veut C'est dire que tu as bien. fait quelque chose. Bien Tu le sûr. referas pas. Et que Tu referas pas. Bon, après, dans ma conception, je dis toujours, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que du feedback, sauf 2 cas. Le pilote d'avion, j'ai été un pilote privé, mais quand tu fais la checklist, tu vois quelque chose qui ne s'allume pas, te dis pas, l'ampoule m'a grillé. Ouais. Tu as quand même 250. Là, c'est un échec clair. si il y a 250. Il y a un chirurgien qui t'opère, qui compte bien le nombre de compresses qu'il a utilisé, parce que si tu te repos, c'est un petit peu d'échec, tu peux y passer. Voilà. Il y a quelques cas, on peut envisager ce mot échec, mais pour le reste, c'est que du feedback. Moi, j'ai toujours des projets, je les réalise. Depuis que je vais en Belgique, et je réussis tout. C'est ça qui est génial. Mais je m'interdis rien. Je me suis lancé en politique. Je ne connaissais personne. Je suis allé à Noyon, on m'a dit, ah oui, tiens, il est sympa, il faudrait qu'il soit un petit peu plus présent. Et puis, c'est monté comme ça. J'ai quitté ce parti politique, j'étais dans un autre parti, mais je suis toujours... Voilà. Il y a peut-être un facteur chance. Mais c'est... Mais la chance, Je ça se crois. provoque, tu sais. Ouais, Non, j'en suis sûr. L'alignement des planètes. Mais le plus tu vibres positivement, pardon, je reviens encore à la cantine, le plus tu attiens du positif. Clair. J'ai une cliente qui est jolie comme tout, mais vraiment belle comme un cœur. Elle ne trouve pas l'amour. Bien. Mais quand je la vois, quand je la ressens surtout, t'as pas envie d'être séduit par cette... Pourtant, il est magnifique, mais tu dis, oh non, il y a un truc qui se dégage. Il y a un truc qui est pas bon. Ouais. C'est vraiment... Des fois, tu rentres dans une réunion, une conférence, tu repères 2-3 messieurs, 3 mains, tu dis, oh, ils me font mal au dos, ceux-là. Mais pour de vrai, hein. Et tu te dis, je me raccroche pas, quoi. On parle souvent l'estomac. Oui. Le cerveau. Mais oui, mais voilà. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens où on sent tout de suite, il y a quelque chose de pas bon. Moi, j'ai appris avec les années, à être moins cérébral et plus me fier à mon instinct. C'est-à-dire qu'il y a des fois des patients, c'est pas une question de... Non. Moi, je sens pas, et donc, vaut mieux pas que ça se fasse. Ça va être une symbiose. Il faut que le praticien il fasse bien son travail, il faut que le patient il matche bien. Et s'il n'y a pas de confiance ou il y a une crainte qui s'explique pas forcément, faut pas y aller. Faut pas y aller. Ouais, faut pas y aller parce que ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. On en revient à cette confiance. Pourquoi souvent des gens viennent à mon cabinet et n'arrêtent pas de parler? Je leur dis, écoutez, on n'a pas commencé. Non, mais c'est parce qu'ils cherchent à se mettre en confiance avec moi et alors je laisse pareil, je prends des notes, tant mieux, je fais une anamnèse. Et la fois d'après, je sais que je peux y aller au marteau-piqueur, quoi. Parce que là, ils sont en confiance, ils se disent, j'ai quelqu'un qui va bien aller à respecter mon objectif. Ça aussi, c'est important, par contre, respecter l'objectif. Si j'ai un jeune homme qui vient, qui marche sur ses mains, qui me demande de lui trouver une solution pour ne plus se blesser les mains, si je dis non, je vais t'apprendre à marcher sur les pieds, ça ne marche pas sans hypnose. Hein. Ouais. Non, je vais lui dire, trouve-toi des gants. Voilà. Ça défend en tant que praticien, on veut tellement faire plaisir ou être dans l'efficacité que parfois on peut ne pas, c'est rare, mais c'est au début j'ai fait cette erreur-là, de ne pas respecter l'objectif. Ben, la personne ne revient pas. C'était un bel échec. Ouais. Un feedback. Je vais jamais recommencer. Je vais jamais recommencer. Voilà. Alors Bertrand, il y a une autre de tes spécialités, c'est le MDR. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et un cas d'usage au quotidien? Alors c'est un outil fantastique, bien qui va être pratiqué sur des problématiques très très douloureuses, qui peut être les viols, les agressions dans la rue. J'ai eu l'autre jour encore une jeune fille au Salmon qui s'est fait arracher le sac, qui peut être un accident de la route. Voilà, je me vois, on me désencarcère, j'ai peur, je vais mourir. Voilà. Le traumatisme fonctionne de manière classique. Il y a l'action traumatique qui va emmener plein d'informations désobligeantes et qui va générer une émotion. Peur terrible, panique, voilà. Et puis, au fil du temps, on va recommencer notre vie. On ne va pas être tout le temps à repenser à cette histoire-là. Et on fait notre vie. Le problème, c'est que l'émotion négative, elle est restée dans notre corps, comme un abcès. Et elle va se réveiller par moments quand il va y avoir des stimuli visuels auditifs qui vont être semblables à l'agression ou à l'accident. Voilà. Alors les gens, des fois, ne comprennent pas, ils sont chez eux, tout bien, et ils se mettent à avoir une crise d'angoisse ou de panique, et alors que tout allait bien. Et c'est parce que peut-être à la télé, il y a eu un mot qui... Et cette fameuse histoire d'un monsieur qui a eu un accident à Bruxelles, un bus a pilé devant lui, il a freiné, tout allait bien, et seulement il a entendu... On lui est rentré dedans, et voilà, il a été vraiment un peu abîmé, il a été à l'hôpital, et puis voilà, il fait sa vie, il se met à faire des crises d'angoisse en tête buée. Étonnant. Alors, je crois que c'est ma prof qui avait reçu ce monsieur-là. Et on s'est rendu compte, en fait, au travers de... Donc, il est venu avec une émotion la passe, j'ai peur, je fais des crises d'angoisse, avec cette technique dont je vais vous parler. On a découvert qu'en fait, au moment où il a entendu le crissement de pneus,
Il a tourné la tête, il s'est positionné pour recevoir le choc. Il a vu une vieille dame avec un chien et c'est la dernière vision qu'il a eue. Donc il a fait l'ancrage, promenade du chien avec « je vais mourir ». En gros. Et ben, à chaque fois qu'il croisait une vieille dame avec un chien, ça redéclenchait l'émotion. Alors la technique, elle a été découverte au début des années 80 par Shapiro, qui était une psychiatre, je ne sais plus son prénom. Mais voilà, cette dame-là souffre d'un cancer du sein, elle n'a pas le moral, elle sort d'une chimio, je crois, et puis elle marche dans Central Park. C'est le début d'automne. Elle s'assoit sur un banc, elle regarde les branches, il y a encore des feuilles. Et les branches se mettent à bouger, bien entendu, et il y a le soleil au travers. Elle regarde, et au bout d'un moment, donc elle est triste, elle va sentir, mais une boule de tristesse 100 fois plus grande. Elle se met à pleurer, et vous voyez, je fais encore cette notion de soulagement par le saut. Là, c'était pas la technique, mais bon. Et d'un coup, elle se sent bien, elle se sent libérée. Elle se dit, j'ai trouvé un truc, il y a quelque chose. Alors elle va voir ses confrères, psychiatres à l'hôpital à New York, et dit, voilà, il s'est passé ça. Attends, il y a peut-être un filon. Ils analysent, qu'est-ce que tu as fait précisément, ils refont le chronomètre, ils refont la scène. Et ils découvrent qu'en fait, que cette libération émotionnelle est venue du fait de la stimulation des yeux qui en est une stimulation bilatérale du cerveau. Voilà, en générant des courants électriques. Moi, je pratique cette technique en tapotant sur les genoux. Il y a des gens, c'est les épaules. Les puristes, on doit vraiment suivre les doigts du praticien avec les yeux. Je peux vous dire que quand je fais 3/4 d'heure de MDR... Ils ont les yeux en feu, quoi. Non, puis oui, puis il y a des gens qui ont du mal ensuite à reconnecter l'émotion. Moi, je suis batteur, je suis musicien, donc t'aimes bien. je refais 2 séances en une, ce qui est assez sympa. Ouais. Et là, donc, on reconnaît ta émotion, la passe. Donc, il y a même des gens qui n'ont pas d'espoir. Les gens qui sont déjà venus me disant Bertrand, je suis en colère depuis que je suis né, j'ai pas de souvenirs, j'ai rien. On se reconnaît à l'émotion, la passe, on l'évalue, un petit peu comme l'échelle de la douleur. Voilà, t'es à combien? De 1 à 10? Je suis à 8. C'est souvent 8, 8, 9. Okay. On fait le tapping sur les genoux, je dis juste à la personne, tu as juste à ressentir l'émotion. Si elle a une image traumatique, c'est pas revivre, attention. C'est juste la voir, figée. Si elle est trop violente, on procède par découpage comme un puzzle. Je dis, tu prends le goût de la scène. Parce qu'on peut avoir une abréaction, on peut avoir des gens qui peuvent finir catatoniques. Ça m'est jamais arrivé, mais voilà, des fois ça peut être très très fort. Allez, on fait attention, on dit, on prend par petits bouts, on fait le tapping, l'émotion sort. Mais quand je dis elle sort, c'est définitif. Le nettoyage est complet, elle ne revient. Souvent, les gens, d'ailleurs, ont des grosses larmes. Quand on va avec les larmes de tristesse. D'ailleurs, des chercheurs qui se sont amusés à étudier la composition de ces larmes dues aux colères, dues à la tristesse. Ils ont un peu une seule molécule qui était dedans, de la cadavérine. Voilà. Et donc, voilà, alors c'est épuisant, c'est un voyage aussi dans le temps. Souvent, ça permet de reconnecter. Il y a des flashs, des histoires semblables que la personne a pu avoir. Et puis, d'un coup, vous les voyez. Mais je me sens mieux, mais je me sens allégé. Je dis, ouais, mais je pensais que j'avais fait le travail de ma psy. Je n'ai rien contre ce travail-là qui est par la parole. Mais je dis simplement, il restait un résidu. Et en 1 ou 2 séances, c'est plié. On libère tout. On libère. Incroyable. Oui, c'est bon. Alors, c'est aussi, cette technique est efficace à 94%. Okay. C'est précis, ça. Oui, parce qu'en fait, la seule chose au monde qui a été inventée qui est aussi efficace, c'est la pénicilline. Okay. Avant qu'il y ait les résistances, bien entendu, aux antibiotiques. Okay. Mais c'est très très efficace, ça sauve la vie de tas de gens, c'est fabuleux. Voilà la technique donc. D'accord, voilà. Magnifique. Alors Bertrand, comme tu le sais, je vante tes mérites tous les jours, à quel point c'est incroyable ce que tu peux nous aider au quotidien, parce que le tabac, c'est une saloperie, c'est un empêcheur et surtout une saloperie pour nous, qui nous crée des vrais problèmes en chirurgie, en orthodontie aussi. Et donc, comme par quelle technique tu passes pour avoir un tel taux de succès sur l'arrêt tabac alors que les patients échouent après avoir passé... aussi. Comment? Ou en ayant déjà fait de l'hypnose. On a déjà fait de l'hypnose et voilà, et donc ils y croient plus, ils se disent je vais jamais réussir à arrêter de fumer, ça sert à rien, et du coup, encore quand on parle de verrou, ils n'ont pas accès aux implants, ils peuvent rien faire et ils se sentent bloqués de tous les côtés parce qu'ils n'arrivent pas à se libérer de ce petit bout de papier qui les pollue. Alors raconte-nous. D'ailleurs, au travers de ça, enfin je voudrais te dire, il y a quelque chose de magnifique que tu fais, tu rends la dignité aux gens. Merci. Et ça, je tenais à le dire. Parce que c'est un processus que je vois du début jusqu'à la fin, tu me les envoies, mais souvent je vois le résultat grâce à ce que tu publies, c'est quand même fantastique. Alors en fait, c'est un par un. Moi, je procède en 2 séances. La première dure 4 heures. Pourquoi c'est aussi long? Je vous ai dit tout à l'heure qu'en hypnose, on ne peut pas faire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas.
Le fumeur, il a absolument pas envie d'arrêter. Ça, je sais. Voilà, il veut pas, et quand il vient me voir, 90% de ma clientèle se dit, lui, il n'arrive pas, et il y a une histoire d'ego après chez eux, je dis, moi je vais gagner, je vais continuer, pour ce tabac, c'est bon, voilà l'histoire. Ils pensent que ça leur apporte quelque chose. Mais quelque chose que l'industrie tabac leur a mis dans la tête, qui sont des croyances. Et pourquoi ça dure aussi longtemps? Ben, pendant 2 heures, 33 heures, je vais m'attacher à casser ces croyances-là, qui sont de l'ordre de 10 en gros. Si je le fais pas, mais ils y retourneront un jour, au moindre stress, au moindre problème. J'ai ma copine, c'est mon amie, elle m'a dit justement, j'irai rester calme s'il irait. Si je casse pas ça, c'est pas la peine. Et donc je fais ce pré-talk, ensuite je fais une hypnose, une métaphore basée sur vous êtes le héros, c'est vraiment ça, ils vont aller franchir un passage. J'en dis pas plus. Alors généralement les gens franchissent ce passage dans l'histoire, ceux pour qui ça bloque, je sais que la deuxième séance, j'ai intérêt à la blader. Et je la vois une semaine après pour une séance de 2 heures pour faire le bilan de ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, entre les 2 séances, c'est d'abord temps, je leur dis surtout, vous continuez de fumer. Je suis quasiment sûr de mon coup. D'ailleurs, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils me quittent en première séance, ils sont déjà non-fumeurs, mais ils ne le savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne, donc Ariel, consciemment, elle veut arrêter, ou Benjamin a dit, on ne peut pas faire les soins. Le conscient, c'est 20% de notre puissance. Le patron, c'est l'inconscient, je pense que vous l'avez compris, c'est 80%. Donc l'inconscient fume, le conscient, lui, dit non. Ben, c'est 20%, on va pas loin avec ça. Pendant mon pré-talk, et grâce à cette hypnose, je vais inverser le conflit dans la tête. C'est-à-dire qu'en fin de séance, l'inconscient, il est fumeur, 80%. Et c'est consciemment qu'ils vont aller fumer, c'est normal, puisque je leur dis, tu continues. Et qu'est-ce qui se passe quand ils viennent nous revoir? Alors, ça, c'est marrant. Ah ben, je suis pas content, j'ai fumé. Sans frustrer. Je dis, bah oui, je vous avais dit de fumer. Oui, mais alors, dites donc, elles sont plus bonnes, hein. Et ils sont déjà non-fumeurs. Elles ont pas le même goût. Et puis, j'ai fumé, moi. Ou j'ai fumé pendant entier. Ben ouais. Et puis alors, j'ai réfléchi à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça envoie? Ah, vous avez réfléchi? C'est l'analytique, c'est le conscient. Donc, vous êtes non-fumeurs depuis la semaine dernière. Voilà ce que je leur dis. Il y a quelques clients, par contre, qui, dès la première séance, enclenchent et disent, non, je n'ai pas fumé depuis que je suis nouveau. Voilà. Mais c'est ce travail de déconstruire les croyances qui sont, j'ai peur de perdre du poids. Alors, chez les dames, vous vous rendez compte, ça les terrorise. Hein. Non, de prendre du poids. Oui, de prendre du poids. Mais quand j'ai des dames qui ont malheureusement un petit peu dans mon poids, je dis, c'est pas une bonne technique, votre truc. Hein. Ça me calme, ça me détend. Alors, quand je leur explique que ça me manque le palpitant et système immunitaire qui doit bosser, ça calme rien du tout. Quand on me dit, mais si une copine, elle est disponible, alors là, je repère des gens, par contre, qui ont un manque affectif. Donc souvent, je dis, vous avez sucé votre pouce tard, qui n'a rien à voir avec le geste, mais vous avez un doudou? Ah oui, longtemps, j'ai même encore une peluche. Donc là, tu sens le manque affectif, et ça, c'est la croyance la plus dure à travailler, parce que là, tu es plutôt dans un côté thérapeutique où tu dois leur apporter quelque chose pour éviter qu'ils aillent se jeter sur la nourriture, qui est douce aussi. Voilà. Oui. Donc Bertrand. Il y a eu par contre une croyance qui peut emmener un petit peu des blocages, c'est quand les gens ont un rapport avec la cigarette, le côté affectueux, le côté copine, présence, doudou. D'ailleurs, j'avais un client qui me disait, voilà, il faisait sa vie avec une dame, elle avait la garde de ses enfants une semaine sur 2. Alors, la semaine où elle avait pas les enfants, il se voyait, il me dit, c'est marrant, je fume pas. Et puis, la semaine où il la voyait pas, ah ben c'est marrant, je fume. Enfin, tu fumes pas 3 jours, tu fumes plus du tout. Mais voilà, il y a ce côté affectueux qui a été, qui était mis dans la tête par l'industrie tabac en disant, c'est ta meilleure amie, elle sera toujours à tes côtés. Donc là, c'est ce que je disais, il y a un petit travail à faire. Il faut faire le deuil. Faire le deuil et déshumaniser. Parce que ça reste qu'un objet à 500 degrés avec 4600 poisons. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, c'est ce que je fais, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, avec mes filles, histoire de la tute. Et je dis, voilà, quand on enlève une tute, on explique à quelqu'un, c'est ce que je fais depuis 2 heures déjà avec mon consultant, voilà. Et je dis, surtout, faut trouver un doudou. Et donc voilà, c'est cette notion de faire une transaction dans sa tête et de pas aller compenser avec la nourriture ou autre chose, voilà, parce que je leur dis toujours, mais écoutez, l'arrêt tabac, la prise de poids, il y en a une, vous voyez toutes les études, elle est entre 1 et 3 kilos. Voilà, pas plus. Alors, ah oui, mais ma copine a arrêté, elle a pris un liquide de 1 kilo. Oui, mais je dis, votre copine, elle a mis un manque affectif dans l'enfance. Voilà. Donc je leur dis, trouvez-vous un doudou, voilà. Alors ça peut être, quand le fumeur voit qu'il dépense entre 3 000 à 5 000 euros par an, s'acheter un vélo électrique, on prend le sport, une trottinette, pourquoi pas. Ça peut être un chien, un chat, c'est un vrai doudou aussi. Ça peut être symbolique, ça peut être un petit jouet, un nouveau jeu sur le téléphone, un parfum, un foulard. Il y a des tas
de moyens de faire des doudous. Moi-même, j'ai été fumeur pendant 25 ans, alors je n'avais pas encore cette méthode-là, mais j'avais compris que le tabac, c'était juste 5 minutes dans ma tête, l'envie, comme tout en psychologique, et occuper les mains. C'était la mode des hand spinners à l'époque, mes filles jouaient avec ça. J'aurais pris un, voilà, dès que j'avais envie de fumer, je tournais, 3 jours j'ai utilisé. Après, les envies, les associations d'idées se débranchent. Voilà. Et puis, il y a une autre, croyance qui est aussi très très forte. Ah oui, la peur de l'échec. J'ai repris, j'ai honte, j'arriverai jamais. Je peux pas aller voir le docteur Perel. J'ai mes dents qui tombent, je suis pas beau, mais voilà. Ok. Et ça, c'est l'industrie du tabac depuis notre enfance, au travers de sa communication. Alors vous allez me dire, mais Bertrand, c'est étonnant, on ne voit plus de publicité. S'il y a les cosmans de Provi, il y en a énormément, notamment dans les séries Netflix pour les adolescents, beaucoup. Et Continue. T'embête pas. Mais voilà, l'autre jour, je voyais. Alors, les gens, quand je leur dis ça, après, ils me disaient, ah oui, vous avez raison, j'ai vu des films cette semaine et j'en fus. Un exemple pertinent où il y a cette série de policiers en France, meurtre à La Rochelle, meurtre à Collioure. Et j'ai été frappé, on voit une inspectrice qui a de la bouteille, une 50aine d'années, et elle arrive sur une scène de crime avec son jeune petit inspecteur qui débute, là voilà. Et puis la scène de crime horrible, elle dit, bon écoute, on sort, j'en peux plus. On est stressé, parce que quand on voit un film qui nous plaît, on est en état d'hypnose, on est complètement catharsis à ce qu'on voit. Moi, j'ai le Titanic, vous vous moquez pas de moi, mais quand Jack et Rose sont à la proue du bateau qui dit « je suis le héros du monde », j'ai encore les frissons. Puis à la fin, vous voyez Bucky dit « il va se noyer », je pleure. Bon, voilà, on est complètement absorbé. Alors là, on est absorbé au stress de l'inspectrice. Oh là là, elle voit une scène horrible, la pauvre et tout. Ils sortent. Le jeune inspecteur sort un paquet de cigarettes. Elle dit « tiens, donne-moi-en une ». Il dit « non, mais je crois que t'en as arrêté depuis 20 ans ». Et là, elle dit un truc point à l'oreille, elle dit « en 30 ans de boulot, bon, qu'elle en a vu, j'ai jamais vu une scène aussi horrible et dégoûtante. » Elle prend la cigarette, elle l'allume, elle prend une profonde inspiration. En temps normal, quand on refume, on crache ses poumons. Je voulais vous la mimer. Les épaules retombent, voilà. Et on a l'impression qu'elle a mangé un chocolat. Et puis elle dit, c'est bon, on peut y retourner. Et là, inconsciemment, on se dit, la cigarette te permet d'affronter la vie, les heures de la vie, les stress. Ouais, mais en fait, ils font des associations incroyables. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aussi, pendant les pauses travail, sont souvent associés à la cigarette. Et la respiration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font qui fait que c'est si agréable? Ils s'arrêtent, ils prennent leur tabac, mais au final, ce qui les soulage, c'est pas les goudrons et les poisons, c'est de faire éventuellement avec quelques amis, d'accord, qui peut faire la même chose. Et moi, je me souviens, le premier jour, on était avec Valentin dans l'avion, on croise Wim Hof, improbable, il a pris le même avion que nous, et on lui dit « Hey Wim, how's it going ?» Tu sais ce qu'il nous dit? Il respire, il fait « Not good ». Et il a fait « Great ». C'est comme ça. Mais vraiment, et en fait, finalement, c'est juste ça, c'est qu'ils apprennent à respirer contre leur volonté, puisqu'ils vont là-bas pour s'empoisonner, mais c'est ça qui les soulage. C'est ça qui les soulage. Et juste pour finir aussi, dans la structure, l'industrie du tabac a fait en sorte de nous faire croire depuis notre enfance que la cigarette était un besoin naturel. Combien de fois j'ai un consultant qui vient, il tremble. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez? Ah, je vais arrêter de fumer. Je lui dis, rappelez-vous, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est la semaine prochaine. Ah bon? Mais il y a un test qui est très simple, je leur dis, voilà, vous arrêtez de manger, qu'est-ce qui se passe au bout de 2 mois? Je meurs. Toi, c'est la bonne réponse. Il y en a, il me dit, je mérite. Je dis, non, tu meurs. Tu arrêtes de boire. Pendant 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. Tu arrêtes de fumer. Ceux qui le disent, tout va bien. C'est un billard pour moi. Ça va être facile. Ceux qui le font, je dis, oh là, on est sur des peurs. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je le fais dès le début à l'anamnèse et c'est révélateur, quoi. Parce que malheureusement, les gens n'envisagent pas la vie sur la cigarette. Ils pensent que c'est un besoin vital. Et pourquoi on a créé la cigarette de cette manière? Parce que la première chose que fait un être humain quand il sort du ventre de sa maman, il fait... Et cette respiration va être libératrice. Et c'est-à-dire qu'au départ, quand on sort du ventre de notre maman, on commence de mourir. Les poumons ne sont pas décollés, donc on est en train de mourir, on étouffe. Et ce sentiment d'étouffement est horrible, ça. Et d'un coup, les poumons se décollent et... Profonde inspiration. Bon, le bébé pleure parce qu'il a eu peur, et puis surtout, il y a de la lumière, il y a du bruit, il fait froid. Alors il pleure, c'est normal.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On va le laver dans l'eau. C'est doudou, ça détend les muscles, l'eau. Et qu'on va l'emballer dans une serviette douce, ça va la chauffer, ça détend, puis après on met sur sa maman. La chaleur de la maman, la douceur de la peau de la maman. Oui, j'ai dit beaucoup le mot doudou, doudou, doudou. Aussi. Alors, les chercheurs de chez nos cigarettiers, j'ai pas cité de marque, ils se sont dit, tu sais quoi, aux gars du marketing, on va leur faire, on va inventer un vecteur tabac au milieu du 19e siècle, hein, qui va reproduire ce qu'ils ont vécu à la naissance. Donc, on va prendre un tube qui se respire, on va mettre une certaine densité de tabac dedans qui va les obliger à prendre une profonde inspiration qui, inconsciemment, vont leur ramener à la respiration libérable. Que tout allait s'arranger. Et puis, avec une bonne campagne de com', et on va leur réveiller leur peur, leur anxiété, et leur faire croire que la cigarette détend. Tu prends la pub du cowboy Marlboro qui est très connue, il y a une pub où tu le vois en train de faire un barbecue, le gars. Il y a le coucher de soleil. T'associes ça à ton hypnose, le coucher de soleil, il y a détente. Le gars, il a fini sa journée de boulot. Rituel de récompense. Comme les gens qui fument, qui sortent du boulot. Voilà. Il a 2 brochettes, on associe ça, t'es jamais seul, t'es avec ton pote, tu fais un barbecue, quoi de plus convivial que le barbecue. Et c'est comme ça en permanence, et même dans les films. Voilà comment on devient hypnotisé par l'industrie du tabac. Ouais. Mais qu'en 3 jours, enfin une semaine, on peut c'est ça que j'apprends. Ouais. C'est ça qu'il faut que les gens retiennent, les gens qui voient cette capture vidéo, c'est que c'est très facile de se libérer du tabac. C'est très très facile. Encore une croyance. Quand il y a une petite difficulté, c'est qu'on a un rapport affectueux. Alors c'est sûr, on n'aime pas quitter une amoureuse, un amoureux. Là, je donne des petites choses en plus. Mais ce n'est qu'un comportement. On n'est pas né avec. Ça nous prend à 15 ans, en gros, hein, 15-20 ans. Si on me disait, t'as besoin de fumer, tu avais déjà dans le ventre de ta maman, là, si, j'ai vu, le caisse, 2 ans vital. Non, ce n'est qu'un comportement qui amène des bénéfices secondaires entre les croyances. Mais c'est 7 jours à gérer en arrêt tabac. Et je donne des outils pour gérer. D'ailleurs, il y en a un qui est très simple. On en a parlé tout à l'heure. C'est la cohérence cardiaque. Et tout va bien. Voilà. Impeccable. Bravo. Alors, le mot de la fin. Le mental, c'est un peu comme un muscle. Le jour où on sait rester calme dans l'eau froide, c'est le jour où on sait à peu près se rendre compte qu'on peut rester calme dans n'importe quelle situation. Alors, notre invité spécial, Bertrand, j'aimerais bien que tu nous donnes un dernier petit message pour nos auditeurs. Tu peux t'adresser à eux, un petit conseil qui pourrait emmener avec eux après avoir vu ce podcast. Oui. Dis-moi. Voilà, souvent on pense que ça pourrait être compliqué d'avoir une vie meilleure, que c'est impossible, qu'on n'y a pas droit. Tout est possible, il faut le domaine des possibles, et la ressource est en vous. Vraiment, vous avez tout pour réussir. Un principe de réalité, effectivement, si vous voulez devenir cosmonaute et que vous n'avez pas fait des études de mathématiques, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sachez que la ressource est en vous, votre pouvoir est en vous. Et gardez en tête qu'un éléphant, pour le manger, il y a une certaine manière, c'est par petits bouts. Donc quand vous imaginez un objectif comme une montagne, commencez déjà par le camp de base et allez-y petit à petit. Mais c'est très facile des fois en une de séances. C'est quelques patterns, c'est quelques stratégies de changer sa vie. Ce n'est pas faire la révolution, mais sachez que ce qui ne marche pas très facilement peut marcher. Et je souhaiterais, au travers de ces mots, vous apporter de l'espoir et de croire en vous. On a tous confiance en nous. C'est abîmé un petit peu par l'environnement, mais croyez en vous. Aimez-vous surtout. Faites augmenter votre estime de vous-même et vous verrez que le monde vous ouvrira les bras, l'horizon s'étendra. Mais c'est très facile de le faire en peu de temps. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci Bertrand. Et toi, Valentin ? Ce que je retiens de ce podcast, c'est la respiration. On peut travailler le mental et surtout ne pas avoir de croyances limitantes. Et si vous avez un de ces 3 symptômes, vous avez des super praticiens qui peuvent vous aider à régler le problème, ou en tout cas à évoluer. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Merci Valentin. Alors c'était le PRL Show, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et surtout n'oubliez pas un petit pouce bleu et de vous abonner, ça nous aide énormément et ça fait évoluer cette émission avec du contenu qui devrait vous plaire. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, merci à vous tous. Allez, ciao. Merci. Merci Bertrand. Je t'envoie. No filter, no filler, just facts.